Bon, les gars, aujourd'hui, épisode spécial. Je suis avec notre camarade de toujours, Moss My Room. Comment ça va, Moss? Eh ben, ça va très bien, mon cher Hussard. On est dans un endroit spécial. On Oui. est à un moment spécial. Est-ce que je le dis ou est-ce que tu le dis? Nous sommes à Roma. Et parce qu'on s'est fait un petit voyage. En fait. On s'est fait un petit voyage. Comment dire on a trouvé que l'occasion du conclave, c'était pas mal. Que c'était une bonne opportunité. On avait quelques abonnés, des amis dans la région de Rome qui nous ont proposé de passer. À la base, c'était pas prévu que le pape meure, mais comme le pape a eu l'idée de rejoindre son créateur à ce moment-là, bon bah voilà, paix à son âme. Et bah, du coup, on est à Rome et on s'est dit que bah, ça collait bien avec l'actualité et que c'était l'occasion de faire un podcast en direct sur place. Voilà. Et puis c'est un podcast aussi où on est tous les deux en présence, alors que d'habitude on enregistre par visio, donc c'est plus interactif. Il y a eu un step-up, les auditeurs seront contents, je pense. Et on a même un invité, donc on n'est pas que deux, on est trois, on a un invité qui est docteur en philo ou doctorant, enfin voilà, et qui tient un compte Twitter que vous connaissez peut-être, le compte de Gugus Bontaquin, voilà. Il se trouve que tu es aussi sur place à l'occasion de ce conclave. Et on a eu la chance de se retrouver, donc on s'est dit que c'était marrant. Et moi aussi le voyage pour le conclave, parce que la mort d'un pape, ça n'arrive pas forcément tous les jours. Ouais, heureusement d'ailleurs. ça économise, ça fait des économies en termes de billets d'avion. Mais très content d'être ici à Rome du coup, et très content d'avoir pu vous capter aussi. Écoute, plaisir partagé, franchement, je pense qu'on va passer un bon moment, ça va être l'occasion de parler un peu d'Italie, d'actualité, de philosophie, voilà. Est-ce que tu as envie de te présenter un peu pour les gens qui ne te connaîtraient pas est-ce que tu as envie de dire quelques mots, voilà. Alors moi je suis Gugus Bontaquin, donc je suis docteur en philosophie. Et j'ai un compte Twitter depuis assez longtemps, mais je l'utilisais pas trop en fait, jusqu'à il y a peut-être 4-5 ans. Et j'ai commencé un petit peu à poster de temps en temps, mais à l'époque c'était plus des trucs de rageux qui servaient pas à grand chose. Et je me suis dit, il y a un certain moment où j'ai eu un déclic. Je me suis dit, peut-être que je pourrais poster des trucs intéressants, ça pourrait intéresser les gens. Et donc, il y a 2-3 ans, si vous remontez mon profil, vous allez voir que peu à peu, il y a des posts un peu plus structurés, un peu plus intelligents. En fait, c'est la philosophie, c'est le logo qui a commencé à... Exactement, que les gens. Maintenant, il faut prendre possession du compte Twitter. Et donc, ça a commencé par 2-3 posts. Et ensuite, je me suis dit, bah tiens, je vais faire des fils, comme ça les gens vont pouvoir un peu suivre un raisonnement un peu plus construit. Et j'ai percé en termes d'abonnés. Je suis passé de, je vais être à 100 à 500, après un fameux fil du coup qui est toujours épinglé sur mon profil sur le demi-habila. Alors voilà, ça, tu t'as mis le doigt dessus parce que c'est le terme qui a trigger notre ami Moss My Room ici présent. Parce que alors, la question du demi-habile est une question qui est poignante quand on est un créateur de contenu sur YouTube, parce que on travaille des dizaines et des dizaines d'heures sur un sujet. Et là, en fait, on a des gens qui nous livrent leurs meilleures réflexions de 5 secondes sur notre travail de 50 heures. Et ils viennent en ayant compris qu'il y a un souci, mais en n'ayant pas compris que le souci, c'est eux. Et donc, on se retrouve avec un niveau d'imbécilité qui est fulgurant et qu'on peut rapprocher de l'idée du demi-habile. Est-ce que tu as envie d'expliquer ça peut-être pour les gens qui n'auraient pas la chance de connaître déjà ce magnifique concept de philosophie pour le coup? Alors, demi-habile, c'est un terme qui a été inventé par Pascal, mais j'ai essayé de le rendre un peu accessible dans le fil. Je trouve aucune référence trop technique, donc si vous voulez aller lire, c'est votre... J'accepterai vos lectures avec plaisir. Mais en gros, l'idée, c'est de dire qu'il y a une partie de la population du coup, qui est suffisamment intelligente et suffisamment éduquée pour formuler des opinions qui ont l'air intelligentes, mais qui ne résistent pas en fait à l'examen critique, et surtout qui s'expriment d'une manière complètement péremptoire sur les sujets sur lesquels ils n'ont pas forcément bien réfléchi, sur lesquels ils n'ont pas forcément tourné la chose dans tous les sens. Donc ça fait qu'ils donnent l'impression d'être intelligents, et surtout ils aiment bien humilier les gens qui sont plus bêtes qu'eux en fait. Et c'est vrai, il y a des gens qui sont plus bêtes qu'eux, il faut pas le dire, hein. Enfin, il faut pas nier ça, je pense. Mais ils pensent que leur statut, en fait, en général, je sais pas, de bac+5 ou de 4, ou de mec un peu plus des grands classiques de la philosophie, ou qui a fait un peu de profession intellectuelle. D'étudiant, c'est-à-dire de wannabe bac+5, parce qu'il n'y a rien de plus péremptoire souvent que l'étudiant qui dit ta gueule, je suis allé à la fac. Et en fait, oui, mais où sont tes fiches de paie? Où est ton bulletin d'imposition? J'ai pas vu, tu vois. Donc c'est exactement ça que le concept essaie de capturer. Et souvent ils se font attraper dans des espèces de lecture un peu rapide de certaines choses, et du coup ils tombent dans un piège et ils se rendent même pas compte qu'ils sont tombés dedans. Et en fait les gens qui ont vu le piège essaient de leur expliquer, mais en fait du coup ils passent pour des débiles. En fait, c'est très très particulier. Ou alors ils se braquent et ils partent dans de l'ultra pinaillage.
ce que j'appelle le sophisme de l'eau. C'est en fait, ils vont te dire définis l'eau, tu vas leur dire l'eau c'est ce qui bout à 100 degrés. Ah oui, mais le coca ça bout aussi à 100 degrés. Ouais, Alors exactement. l'eau ça mouille, oui, mais le lait aussi ça mouille. L'eau c'est liquide, oui, mais l'huile aussi c'est liquide. Tu vois, en fait, et à la fin, tu peux pas définir de l'eau, donc il n'y a pas de limite et l'eau n'existe pas vraiment. Tu vois, voilà. Non, mais Ça, alors, c'est le relativisme et tout, enfin, ça, pour le coup, je pense qu'on peut en parler après dans la partie philo un peu plus. Mais c'est vrai en plus, il y a une épidémie en ce moment de gens qui ne croient pas qu'il existe des choses objectives, qui ne croient pas qu'il y ait de définition. Tu dis en ce moment, mais ça fait un moment. Oui, je sais. Je pense que ça existe depuis le paléolithique en fait. Si tu veux, Je pense en vrai, c'est quand même c'est normal. Enfin, on a quand même un certain. Je pense. Enfin, il faudrait faire un espèce d'arc de développement du demi-habile. Je pense qu'on passe tous un peu par une phase de demi-habile. Enfin, oui. Je sais pas si c'est dans tous les domaines, d'ailleurs dans tous les domaines. Tous les domaines, ouais. je pense. Enfin, je veux dire, en philo, c'est plus évident. Genre vraiment, moi, je sais pas, en troisième année, je commençais à me poser des questions vraiment et réfléchir de manière systématiquement contrarienne, comme disaient les Anglais. Donc, je pense qu'on passe tous par cette phase. Te poser en t'opposant. Oui, exactement. Ouais. Mais je pense que c'est ça, en fait, quand on comprend que c'est pas la phase ultime du développement, en fait. Le truc, c'est qu'on a quand même des demi-habiles qui sont particulièrement visibles dans l'espace public et médiatique, et même des gens dans l'espace alternatif, c'est-à-dire que c'est pas juste les chaînes de télé. Enfin, on peut penser à des fact-checkers qui sont un peu demi-habiles, voilà. Mais il y a aussi des types qui ont des audiences assez larges. Toi en particulier, j'ai vu que dernièrement tu t'en es pris à un certain Antoine Goya qui avait un putain, mais l'obsession de ce podcast, mais laissez ce type disparaître dans sa jungle, putain, il n'existe plus. Mais moi j'oublie qu'il existe et à chaque fois vous me le rappelez, arrêtez, il n'existe plus ce mec. Non, mais sur l'histoire de la famille, typiquement, où il essaie de faire des arguties pour dire mais la famille a changé en fonction des. Oui, mais d'accord, mais ça supprime rien en fait. C'est exactement ce que je disais sur le coup de l'eau. En fait, la famille, regarde, quand t'es avec tes amis, t'es proche aussi. Oui, mais regarde, quand il y a une famille recomposée, oui, mais quand elle est veuve et qu'elle se remarie, enfin, tu sais, ça sort plus quoi. Voilà. Non, exactement. Et en fait, ils font un truc qui est. Enfin, qu'on remarque pas forcément immédiatement, mais c'est qu'ils partent en fait d'une observation juste, mais ils la développent trop. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que par exemple, sur le terme de la famille, mais même si on prend n'importe quel mot du langage courant, il y a en effet une certaine flexibilité, une certaine élasticité d'usage. Et c'est normal, ça veut dire qu'il y aura un usage propre, plusieurs usages parfois qui vont être homonymes, qui vont pas forcément avoir un lien entre les deux, et qui pourtant vont avoir une étymologie commune. Enfin, le langage, c'est quelque chose de compliqué, donc il y a des choses. Évidemment, il y a une certaine flexibilité, une certaine élasticité à avoir. Et en effet, un essentialisme un peu bas du front, on va dire non, l'eau c'est ça, la famille c'est ça, je sais pas quoi c'est ça. Mais tu sais, en plus, le truc c'est que eux ils savent très bien ce que c'est que la famille ou ce que c'est que l'eau ou ce que c'est que. Tu vois, dans les faits. Donc c'est une hypocrisie qui est maximale parce qu'en fait, ça devient juste le but c'est d'emporter la victoire, entre guillemets. Sociale. Ouais, dans les. Je crois que le but c'est ça en fait, c'est de montrer que les gens sont débiles. C'est pas de chercher la vérité ou de chercher la vraie définition de la famille. Moi, c'est ça qui m'énerve, c'est que justement, Goya, après c'est dommage que supprime ses tweets, donc on n'a pas pu maintenir sous forme écrite son échange, mais on avait discuté là-dessus. J'avais dit genre, mais pourquoi en fait tu gardes le pire aspect de la dialectique, de la maïotique de. Ah mais putain, j'ai vu passer, ça me revient. J'ai vu passer parce qu'il a buzzé votre échange. Il a supprimé ses tweets après. Enfin, je crois qu'il a une suppression automatique de ça. Je me dis, mais pourquoi tu gardes le pire on va dire, aspect de la maïotique socratique, qui est la discussion un peu genre sophistique sur tous les termes possibles imaginaires, parce que Socrate le fait, il faut le dire. Vraiment, si vous les avez. C'est exprès. Non, parce que Socrate, il est fort. Il le fait exprès pour faire. Enfin, il y a le côté un peu genre faire chier le monde, tu vois, genre quand il veut faire chier un interlocuteur, il va utiliser un peu des arguments un peu sophistiques. Donc, bien sûr, c'est chez Socrate. Putain, mais je mettrais ça comme titre de podcast. Doctorant en philosophie, 2 points. Socrate est un rageux de Twitter. Exactement. Sauf que Socrate, il le fait pour une raison. Parce qu'il cherche l'essence du concept. C'est le plus important, c'est que certes, il y a certains des dialogues de Platon qui arrivent sur des apories et compagnie, mais la démarche fondamentale de Socrate, c'est de chercher l'essence du concept. À chaque fois, c'est pour ça que l'idée, revenir à l'idée de ça. Exactement. Et ce titre, c'est toujours genre qu'est-ce que la vertu, qu'est-ce que je sais pas quoi, qu'est-ce que la sagesse, et tout ça. Donc Socrate, il fait ça, il fait chier tout le monde, mais c'est pour chercher un truc. Alors que Antoine Goya, il fait chier tout le monde pour le plaisir de faire chier tout le monde et pour leur dire qu'ils sont débiles. En fait, il est beaucoup moins Socrate que Diogène, finalement. Bien sûr. Si on file un peu le truc, quoi. Et moi, c'est ça qui m'énerve. Et Aristote avait un terme pour qualifier en fait ces gens-là, c'est les héristiques, des gens qui recherchent on va dire le conflit et le débat et la dispute pour le plaisir de la dispute et pour le plaisir d'humilier les gens du coup qui n'ont pas les mêmes instruments rhétoriques qu'eux. Mais c'est complètement stérile et c'est même, je pense, c'est négatif parce que du coup ça crée un peu un espèce d'anti-intellectualisme dans la population parce que les gens vont se dire genre regardez ces gens-là qui ont une prétention intellectuelle, qui ont lu des bouquins, etc. En fait, dès que je vais dire un truc un peu maladroit, ils vont me défoncer, genre. Et est-ce que toi, par exemple, tu crois à la forme du débat? Parce que, tu vois, je pense que oui. Tu penses que le débat est possible? Parce que, tu sais, Marguerite Yourcenar, par exemple, elle disait le débat, oui, j'y crois, mais entre gens qui ont des avis, qui sont un peu du même avis, et du coup, ils peuvent affiner dans des trucs, mais ils sont 98% d'accord, tu vois, minimum, tu vois. Et en fait,
Moi, j'avoue que le débat, par exemple, j'ai toujours refusé tous les débats et trucs comme ça. Bon, déjà parce que souvent, c'est des imbéciles, tu vois. Mais surtout, ils représentent souvent. Pas le logo suffisant pour parler au Non, mais c'est même pas ça. Mais si tu veux, souvent, ils représentent eux-mêmes, leur chat et leur grand-mère, tu vois. Et en fait, leur grand-mère, elle entend plus. En fait, ils représentent eux-mêmes, quoi. Pour préciser, tu parles d'un débat public, hein, parce que tu pourrais aussi avoir un débat privé. Moi, j'aurais tendance à faire une distinction. Par débat privé, parce que moi, je réponds beaucoup aux commentaires, par exemple. Mais en fait, tu sais, j'ai des centaines de commentaires par semaine. Genre, mes réponses, elles sont forcément laconiques. Donc, pour le coup, elles sont souvent c'est souvent, tu n'as pas écouté la vidéo, ceci est débunké en conclusion, ceci est débunké dans l'intro, auquel communiste. C'est souvent ça. Si la vidéo, tu mets plus de commentaires. Je devrais mettre des raccourcis claviers. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, quand tu discutes de personne à personne et que tu n'as pas de spectateurs, c'est pas la même chose que quand tu es devant une audience et qu'il y a un petit côté match de boxe et en gros, tout le monde te regarde, etc. Moi, je me suis retrouvé j'avais fait un débat notamment avec un certain Bouzeux Magazine il y a. Putain, mais le outtext, ça personne connaît. Où est-ce que tu as trouvé cette petite pépite sur une chaîne YouTube qui s'appelait Débat d'idées. Il y a ça. T'étais sur le truc de Zioclo ou pas? C'était pas Zioclo, non, c'était un autre gars. Alors, je crois qu'il s'appelait Mathias, il me semble de mémoire, mais bon, je vais pas balancer de. Pourquoi tu parles de Tchétchène? T'as peut-être des échos, je sais pas. Ça a duré 2h30. Et en fait, si tu veux, clairement, c'était pas du tout le même mindset des deux côtés. C'est-à-dire que lui, il est arrivé en mode je vais casser un facho. En gros, c'était ça son point de vue. Tu vois, il me connaissait pas plus que ça. Et je pense qu'il avait pas vraiment regardé beaucoup de mes vidéos, pour être honnête. Mais il était arrivé avec cette mentalité-là. Et moi, j'étais arrivé en me disant bon, écoute, c'est un gars, je connais à peu près la plupart de ses arguments. Mais vas-y, on discute. C'est de non-arguments d'ailleurs, parce que très, très pauvre. Rhétoriquement, si tu veux, c'est pas exactement Machiavel, le mec. C'est pas le discours sur. Je sais pas quoi, tu vois. Et si tu veux, bon, le recul, ironiquement, donne beaucoup de sel à cette histoire, si tu veux. C'est-à-dire que moi, je me suis fait expliquer que j'étais un odieux misogyne, un peu bas du front, etc. Par un type qui s'est retrouvé derrière, accusé par plusieurs. Bon, bref. Là, tu sais, il y a le côté, tu sais, s'asseoir sur le rivage, regarder passer le cadavre de son Et quand du coup il avait regardé 2-3 de tes vidéos et ensuite pour trouver en fait des angles d'attaque. Je crois que tu supposes que ces gens préparent beaucoup plus qu'ils ne préparent. En fait, leur spécialité, c'est d'avoir un homme de paille et de se persuader à un niveau intime et j'ai envie de dire moléculaire que tu es cet homme de paille en fait. Et que... par exemple, je crois qu'il pensait c'est des Don Quichotte, ces gens. Il pensait que j'étais genre une sorte de disciple de Rochdy caché ou je sais pas quoi. Ils ont du mal à conceptualiser on va dire les différentes droites. Ça c'est un truc qu'ils n'arrivent pas à faire. Pour eux, il y a la droite, la giga droite avec un grand D. Et tout le monde est d'accord en fait. Et genre tout le monde défend les uns les autres et tout le monde est d'accord sur les fonds. Ils n'arrivent pas à comprendre qu'il y a plusieurs familles, qu'il y a plusieurs sensibilités, qu'il y a des gens un peu plus débiles, un peu plus visibles, des gens un peu plus intelligents qui réfléchissent, des gens qui lisent, des gens qui lisent pas. Enfin, comme à gauche, tu vois. Genre, même regarde à droite, il y a une fracture finalement majeure aujourd'hui qu'on commence à voir vraiment entre ce qu'on pourrait dire les libéraux d'un point de vue économique qui sont là en train de dire Afuera, et les mecs qui sont là, et les gars en fait qui voudraient le même enfer bolchevique qu'on a actuellement, mais sans les noirs et les arabes. Concrètement, c'est le problème, tu vois. C'est débile à dire, mais le seul point commun, on va dire, de la droite actuellement, c'est le fait de préserver, on va dire, la stabilité des peuples français et donc de mettre fin à l'immigration. En gros, c'est le seul vrai point commun sur. Moi, je pense encore que tu vois, à l'intérieur de la droite, tu vois des gens où. Je vais dire un truc, mais. Victor Ferry, je pense que lui, il s'en fiche totalement. Mais même moi, dans une moindre mesure, je ne sais pas aussi Victor Ferry, très loin de là, mais honnêtement, je pense qu'une bonne partie du problème d'immigration, je mets ça entre guillemets, vient du problème fiscal français. Parce que si tu arrêtes de faire un assistanat terrible et de ponctionner ceux qui veulent créer, en fait, il va se passer deux trucs. Ceux qui veulent bosser et veulent faire des trucs, parce qu'il y en a plein qui viennent en France pour faire des trucs comme ça, en fait, ils vont se mettre au boulot, et les autres, ils vont dégager ou mourir par la sélection naturelle. Donc, en fait, si tu veux, je pense que ça, c'est ma pensée, c'est que le problème démographique n'est qu'un symptôme de la vraie maladie qui est le problème fiscal, en fait, ou le problème économique. Je trouve que c'est intéressant parce que ça veut dire que la droite en fait est unie par simplement un diagnostic, mais on n'est pas d'accord sur les causes du diagnostic. Exactement. Et je pense que c'est la même chose à gauche en fait, c'est que la gauche présente une unité de façade, c'est-à-dire je pense qu'ils sont unis dans la défense des minorités, de tout type en fait. Je pense que c'est vraiment ça, l'essence de la gauche aujourd'hui, c'est ça. Mais qu'ensuite, dès que tu poses un sujet concret, ils vont pas être d'accord, ils vont même pas faire les mêmes diagnostics. En fait, il y en a qui vont dire c'est la faute du néolibéralisme, d'autres qui vont dire c'est la faute du méchant patriarcat depuis 2500 ans. Et il y en a d'autres qui vont dire non, c'est parce qu'on a abandonné le marxisme-léninisme. Si on revient au marxisme-léninisme,
et on remet la classe en premier, tout ça, ça disparaîtra. Ça va tellement bien se passer. Ça a tellement bien marché entre 17 et 21. Enfin, on remet l'Union soviétique en place, là, c'est... Non, c'était pas vrai communiste, attention, tu peux pas le refaire. Ça dépend, parce qu'il y en a dire, c'était le vrai communisme et c'était glorieux, tu vois. Ah oui, arrêtez, moi j'aimerais trop organiser J'ai ça. débunk, c'est bon. J'aimerais trop organiser un match de MMA verbal entre un mec qui croit que le vrai léninisme de 1917 c'est le vrai communisme et un mec qui dit c'était pas le vrai communisme. C'est génial, ça c'est vraiment des débats Twitter, c'est ça, parce que... Et on regarde, mais tiens, on les enregistre et on regarde, en fait, on est comme des spectateurs qui regardent un combat entre deux macaques. Ils sont blindés, tu vois. Et limite, on met un pay-per-view, tu vois. Il y a un truc génial à faire, quoi. Alors attends, il y a eu un débat qui a fait un peu couler d'encre numérique la semaine dernière entre typiquement un gars qui pense qu'effectivement le marxisme c'est fantastique et un gars qui trouve que le marxisme est trop blanc. Alors je sais pas si vous avez vu passer entre Paduring et Wissam, c'est ça? Je crois que c'était son sbire là, Chris, position revue, je sais pas quoi. Le camp des blancs contre le camp des racisés. C'est ça, en gros c'est ça qui s'est passé. Et vraiment, parole d'honneur et je sais pas comment ils s'appellent les autres. Enfin, si tu les mets ensemble, c'était pas du ring, position revue, Dr. Zoé aussi. Pas du team, je crois. Ouais, on va dire un peu du team. Terrible, mais vraiment, c'est effrayant. Vous me citez même des Pokémon très très rares. Il faut connaître ses adversaires. C'est un mec qui s'appelle Chris ou je sais pas quoi, mais en fait, si tu veux, oui, il faut connaître ses adversaires, mais en fait, genre, leur blase change tous les 5 ans parce que tous les 5 ans, en fait, ils vont en HP, en fait, il y a une nouvelle génération qui les remplace. Donc, si tu veux, genre, moi, je préfère connaître leur doctrine, tu vois. Et quelque part, il y a des. Parfois, c'est comme en biologie évolutive. T'as des cul-de-sac évolutifs. Tu sais, t'as des trucs qui apparaissent à un moment et ils disparaissent. Je pense que typiquement, ça peut pas tenir très longtemps, tu vois. Genre Parce qu'en fait, en gros, la gauche n'existe que parce qu'ils font des alliances contre la nature de très très haut niveau. Donc, s'ils commencent à conscientiser. Ah ouais, ils arrivent à conscientiser qu'ils ont c'est contre nature, ils vont plus pouvoir le faire, tu vois. Genre, voilà. Mais ils ont certains mots-clés, en fait, qui permettent de mettre tout ensemble, en fait. Parce qu'il y a quand même, ce qui est intéressant avec la gauche, c'est qu'ils sont capables de résoudre certains, on va dire, désaccords théoriques au niveau pratique. Ouais. Et tout l'intérêt, en fait, du concept... matérialisme. Ouais, c'est ça, en fait, de convergence des luttes, par exemple, c'est de pouvoir mettre de côté, on va dire temporairement, ou peut-être même stratégiquement, certaines différences théoriques. Donc, par exemple, il disait... il y avait, je sais plus comment elle s'appelle, cette penseuse américaine, non, je crois qu'elle est européenne, elle vient de, je sais plus, Slovaquie. Elle avait théorisé la notion d'essentialisme stratégique. Elle disait genre, l'essentialisme c'est pas bien parce que c'est un truc de droite, c'est dégueu, ça assigne les gens aux identités. Par contre, quand on défend une identité du coup qui est opprimée, elle a besoin de le c'est très bien. C'est bien parce qu'ils ont besoin d'être payés très très cher par mes impôts pour théoriser un truc. En fait, le fait que ça marche. Tu viens de théoriser en 2 secondes. Genre, c'est pas comme si c'était rocket science. Mais le fait est que ça marche parce que du coup, ils se disent genre, bah en fait, l'essentialisme c'est vraiment ça critiqué partout, sauf quand on parle de l'essentialisation de la femme noire, je sais pas quoi. Parce que là, c'est une identité qu'on peut revendiquer comme opprimée, et donc on peut utiliser en fait comme levier pour avoir des subventions. Pour aller cher à l'université, notamment le philosophique. Toi, dans le domaine de la philo, on peut peut-être parler un peu de ça aussi, c'est quoi l'exige... Enfin, la philo, c'est un truc de gauche, c'est un truc qui est un peu... Il y a un peu tous les points de vue, c'est... Tu veux dire de façon pratique dans ton expérience, on va dire dans tes études, ce que tu as croisé, ça ressemblait à quoi? C'était tous des disciples de Foucault et Derrida? Est-ce que Foucault et Derrida, c'est complètement dépassé? Moi, j'ai tendance à penser que c'est dépassé, en fait. Moi, je dis ces trucs-là, je me dis, ça sent la naphtaline. C'est comme les féministes avec Simone de Beauvoir. En gros, Simone de Beauvoir, aujourd'hui, elle se fait accuser d'être lesbophobie ou parce que tu sais, la meuf, elle faisait des ciseaux avec toutes les nanas de 15 ans qu'elle était censée éduquer. Et en fait, à côté de ça, elle a toujours dit non, j'ai jamais été lesbienne, jamais été bisexuelle, tu vois, genre... C'était une confusion mentale passager. Elle montait littéralement une espèce de clandé à ciel ouvert avec Sartre, si tu veux, mais par contre, la mère, c'est pas une meuf Marie-Merlac, tu vois, il y a un problème, quoi. Ah, très drôle. On va dire en philo, déjà, il y a une grosse différence entre deux grandes tendances, on va dire, qui dominent l'Occident depuis peut-être 70-80 ans. Et en général, il y en a une qu'on appelle analytique, c'est chez les anglo-saxons, et celle qu'on appelle continentale, qui est chez, du coup, sur le continent, donc, on va dire France, Allemagne, Italie, pour faire simple. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est qu'en fait, les philosophes continentaux les plus connus, donc ça inclut notamment les existentialistes et les phénoménologues, qui sont un peu les deux grands courants qui ont influé sur tout le reste de la philosophie, qui ont produit ça dépend, il y a des qui disent non, c'est un nouveau mouvement, bref, compliqué, la French Theory, les constructeurs et compagnie, où ces gens-là, ils appartiennent au courant continental. Sauf qu'ils ont eu de l'influence seulement à partir du moment où ils sont partis aux États-Unis. Donc, ce qui est hyper intéressant, c'est que la philosophie continentale, dans ses aspects les pires, en fait, a contaminé tous les départements de sciences humaines des États-Unis, sauf
de département de philosophie. Donc il n'y a personne qui lit Foucault et Derrida dans le département de philosophie aux États-Unis. C'est génial. Non, et ça me fait penser à un truc que j'avais dit une fois. J'avais dit que les États-Unis, c'est un peu le gros micro-ondes dans lequel la France a réchauffé sa marquette. C'est vraiment ça. C'est l'activateur à merde de l'Occident. En fait. Il y a un peu ça. Après, ils ont quand même une certaine on va dire créativité propre, créativité. Genre Julie Butler, c'est eux. Angela Davis, c'est eux. On a dit créativité. Ils ont quand même. Ils sont forts. Robin DiAngelo. Robin DiAngelo, c'est chez eux. Graham Conley, c'est chez eux. Genre, ils ont fait quelque chose avec ce qu'ils ont apporté. On a dit philosophie. Ils ont construit une belle chose. Il y a des tonnes de papier en tout cas. Ouais, non, c'est ça. Et pareil pour l'intersectionnalité, c'est un truc qui vient de chez eux. Après, on va dire que oui, ils ont bénéficié de Foucault, Derrida et compagnie, mais c'est vrai que le truc ne vient pas en fait déjà fourni chez Foucault et Derrida. Il faut un certain mélange, une certaine mise en relation avec toute la propre théorisation des configurations notamment. Genre, la mise en relation d'un scepticisme un peu généralisé. Ça vient du postmodernisme, avec tout le côté un peu genre il faut absolument faire la révolution pour libérer les minorités. Ça vient plutôt du courant déjà indigène américain. Quoi. Et tu sais, c'est super intéressant parce que l'autre fois, je tombais sur un reportage du Crayon, tu vois, enfin un reportage, un débat, et ils avaient mis Oussama Hamar contre le canard réfractaire. Tu vois. Et en fait, ce mec, le canard réfractaire, c'est pas maligne, etc., mais je trouve que c'est vraiment la crème de la crème de ce qui se fait à gauche. Vraiment, je trouve que c'est un type, il a l'air avec qui on peut parler, il a une vraie. Sa logique, elle est tu vois, je suis pas d'accord, mais il y a quelque chose de l'autre côté. Et en fait, en l'écoutant parler, j'ai compris un truc de fou. C'est qu'en fait, ces gens à gauche, ils disaient, c'est pour ça qu'il faut absolument passer à la révolution, qu'on construise ensemble un avenir meilleur, etc. Et en fait, ces gars-là, ils ont vraiment besoin de croire au Père Noël, tu vois. Et ça, c'est un truc, tu sais, ça a été dit redit mille fois, le paradoxe ils sont athées, mais en fait, ils croient au grand soir sur le truc. Mais en fait, ce qui est fascinant, c'est de voir qu'ils ont besoin ils ont besoin d'une espèce de mystique, tu vois, qui les conduit, alors que les gens de la droite libérale, c'est des gens au contraire leur mystique, c'est pas le mystique en fait, si tu veux. Leur mystique, tout est là et il n'y a rien à comprendre. Surtout préserver le monde tel qu'il est, de ne pas y toucher, parce que dès qu'on touche un truc, ça va partir. On va faire du mal. Dès que tu veux réduire un truc à un endroit, mais tu vas mettre des gens au chômage à un autre endroit. En fait, il faut laisser le marché se réguler le moins possible. Et ça, c'est vraiment une différence fondamentale. Je pense que c'est vraiment une différence psychologique, anthropologique très profonde. Et Mauss en parle souvent. D'ailleurs, c'est pour ça que je pense qu'il a décidé d'éditer Scruton et Sowell, qui sont vraiment les deux penseurs qui mettent vraiment le doigt sur cette logique. C'est d'ailleurs acheter des bouquins en bio. Jetez-vous sur Karma Edition. Il y a ce côté-là qui est que toutes les contradictions du présent se résoudront par l'idéal du futur. Donc, surtout, on ne va pas trop parler de l'idéal du futur parce qu'en fait, on n'a pas besoin d'en parler. C'est le fait qu'il reste un mythe qui permet d'unifier les aspects contradictoires de la société actuelle. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve chez un penseur un peu rouge-brun qui est plus trop lu du coup à gauche. Je ne sais pas si vous avez déjà lu Georges Sorel. Sa réflexion sur le mythe, dans Réflexion sur la violence. Et vraiment, ce côté, genre, le mythe a une valeur en tant que tel. Le rouge-brun original. Exactement. Le mec, authentique. Quand il est mort, je crois qu'il y a eu 2 demandes immédiates de rapatriement de son corps. C'était de la part du compte de l'Union soviétique et de l'Italie fasciste. C'est vraiment, je crois qu'il est mort en 29. Je sais plus, dans les années 20. Vraiment, les deux sont arrivés, genre, c'est mon penseur, c'est le mec qui m'a vendu. J'adore. Et du coup, je trouve ça fascinant parce que lui, il dit vraiment, genre, ce qui est important avec le mythe, c'est pas son élément de vérité. On s'en fout complètement, genre, c'est le contraire, c'est sa capacité mobilisatrice. Et lui, pour lui, c'était la grève générale. Il disait, genre, ce qui est important, c'est pas qu'on arrive à faire la grève générale, on s'en fout, tu vois. Par contre, c'est que le fait que l'idée de la grève générale puisse mobiliser tout le monde et puisse effectivement créer des conditions, on va dire, d'amélioration de son travail. Mais ça, c'est marrant parce que tu vois, ça rejoint l'idée d'une espèce de révolution permanente aussi en même temps et qui s'oppose à l'idée que on peut achever le truc, etc. Donc, et donc en fait, si tu veux que ça... et même cette notion de vrai communisme en fait. Oui, et c'est ça que je veux le délire. C'est que l'idée, en fait, avec ce paradigme-là, tu peux pas aller vers l'idée qu'il y aura un jour du vrai communisme puisque... Tu vois, les communistes seraient cohérents s'ils étaient soréliens parce qu'ils diraient simplement genre, il n'y a pas de vrai communisme. Par contre, le vrai communisme est une idée régulatrice et qui nous permet de guider notre action et de faire avancer le mouvement progressiste sans pour autant que ça soit un paradis réel, atteignable, sur lequel on pourrait spécifier exactement oui, mais c'est là où tu as des éléments, effectivement, tu disais du religieux. J'ai 2 trucs. C'est messianique, comme. Mais Sorel le cache pas. Il dit vraiment, genre, ma théorie du mythe vient et est inspirée grandement, par exemple, par les chrétiens des 2 premières décennies après le Christ. Genre, vraiment, pour lui, le christianisme n'est pas de valeur vérité. Il dit, par contre, l'élément mobilisateur du mythe complètement dingue est hyper fort.
Mais tu vois, typiquement, Schumpeter, dans le livre qu'il a écrit sur capitalisme, socialisme et démocratie, parle de Marx et le décrit sous plusieurs personnalités au tout début du bouquin. Et l'un des 4 chapitres, donc il y a Marx le sociologue, Marx l'économiste, etc. Il y en a un, c'est Marx le prophète. Ouais. Et il insiste vachement sur ce côté religieux. Et à peu près à la même époque, pas très loin de là où on enregistre, il y a un pape qui publie une encyclique, Divini Redemptoris, où en fait il analyse le communisme comme une sorte de, en gros, christianisme réinventé sauce socialiste, pour expliquer qu'en fait il y aura un paradis sur Terre dans pas longtemps. Et il dit, mais attendez les gars, le paradis sur Terre, ça peut faire beaucoup de dégâts, et c'est assez prophétique parce qu'en fait ils n'ont pas encore toutes les infos de ce qui est en train de se passer en URSS et tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a, enfin, cette dimension religieuse du marxisme et du communisme, c'est un vrai truc en fait. Genre, c'est pas juste une remarque comme ça de droitard qui est pas au courant. En fait, il y a des vraies études qui ont été faites dessus. Et en fait, si tu veux, quand tu. D'ailleurs, c'est marrant parce que quand tu prends la Bible, tu as toujours cette idée aussi que, tu sais, Jésus, en fait, on peut dire d'une certaine manière, il y a un côté communiste, quoi. C'est dépouille-toi, donne aux autres, vis en communauté. On essaie les proches, tu vois. Voilà, exactement. Et en même temps, il y a toujours cette deuxième idée qui va à côté, c'est que, par exemple, tu prends l'Apocalypse de Saint Jean, c'est toujours. Vous allez quand même douiller, il y aura quand même un jugement, il y aura des tribulations infinies, etc., avant que vous puissiez accéder en haut. Donc en fait, il y a quand même cette idée que accéder à l'idéal, ça se fait au prix quand même de trucs très violents, et finalement Ce qui est marrant, c'est qu'ils ont repris même cet élément-là. Ouais, c'est ça, exactement. Sauf qu'ils n'ont pas repris le côté un peu meilleur du christianisme, qui est que bah non, c'est toi qui dois quand même te faire le maximum à ton niveau, et surtout il y a certains trucs qui sont en fait qui sont pas permis par l'idéal. Tu peux pas faire n'importe quoi pour aller au ciel en fait. Pour moi, c'est la différence intrinsèque entre le communisme et même tous les mouvements un peu messianiques qui ont fait un peu n'importe quoi. Parce que le communisme, c'est seulement le messianisme qui a réussi, mais il y en a plein d'autres qui ont. Oui, c'est vrai. Il y en a eu un paquet. Qui ont exploré ce genre de chemin. Genre, je pense la commune de Thomas Münzer. Est-ce que tu peux expliquer un peu pour nos auditeurs, parce que s'ils n'ont pas cette référence qui est un peu érudite quand même. En gros, 1523, si je dis pas de bêtises. 1533, c'est début du 16e. Je dirais les dates, parce que je me rappelle absolument plus. Mais c'est vraiment dans la période de transition entre un christianisme unifié régi par une église critiquée, mais qui était toujours la seule option visible, et on va dire le christianisme fragmenté entre tous les différents courants protestants. Donc, je crois que c'est juste avant l'émergence des protestantismes officiels établis et compagnie, et tout un tas de révoltes plus ou moins paysannes, plus ou moins sociales, mais toujours liées de près ou de loin à la religion. Et de temps en temps, du coup, il y a des leaders un peu plus charismatiques et un peu plus convaincants, on va dire. C'est des mecs avec des Bernard Tapie qui arrivent à convaincre les gens qu'en effet, ils sont envoyés par Dieu et qu'ils ont reçu la vraie vision de la religion. Et surtout Thomas Münzer, si c'est bien, on parle bien du même truc, mais tu sais, ils avaient pris le contrôle de la ville, et si tu veux, ils étaient anabaptistes, donc on ne baptisait pas les gens, je ne sais plus si on les baptisait pas tout court, ou si on les baptisait qu'à l'âge adulte, mais dans tous les cas, c'était l'un ou l'autre, je crois qu'il y avait une divergence chez les anabaptistes, et il y avait cette idée aussi que le mariage était prohibé, donc tu prends une femme, 2, 3, 4, tu changes. Les femmes changent, voilà. En fait, il n'y avait plus aucun ordre social, c'était n'importe quoi, ils mettaient des gens à mort, ça pourrissait partout. Ça a duré 6 mois. Après, ils ont passé 90% de la ville par le fil de l'épée quand ils sont devenus les princes et le premier États-Unis, en fait. Après, typiquement, les Mormons, c'est un peu le même. Il y a des points communs aussi. Sauf qu'il n'y a pas le côté de violence, c'est ça qui est intéressant. Les Mormons ne voient jamais la violence comme il y a une violence sociale et coercitive, disons-nous. Mais on va dire canalisée par la socialité, en fait, par les formes de socialisation qu'ils ont mis en place. Ça peut être très toxique. Quand ton crush est ton cousin et qu'il a déjà 3 femmes, si tu veux, c'est un petit peu compliqué. Il y avait une bonne série sur Netflix sur une espèce. Après, c'est le secte des Mormons, c'était pas sur les Mormons eux-mêmes, qui était sur l'espèce de leader du coup issu des Mormons qui disait non, c'est moi le prophète, je sais pas quoi. Ouais, c'est ça, parce qu'il y en a et en fait, il avait chopé 20 femmes et compagnie, et après, il pouvait faire des gosses, et personne ne peut plus rien dire. Il y a un truc à Paris qui s'appelle la famille. Oui, aussi, oui. J'explique pour ceux qui ne connaissent pas, c'est au 19e siècle, c'est 4 ou 5 familles, je crois, qui se sont mis ensemble et qui se sont mises à part du monde, et ils se marient que entre eux depuis le 19e siècle, et ils sont une espèce de version complètement sectaire du christianisme, et voilà, qui est complètement dévoyée, et où ils ont tout un vocabulaire où genre ils disent pas Dieu, ils disent ton papa, enfin c'est très bizarre comme ça. J'ai vu passer. Et en fait, si tu veux, ils sont à l'étude comme secte, mais ils sont pas en fait pourchassés par l'État, au sens où ils font rien de mal en fait. Ils restent entre eux, ils achètent des bâtiments, et ils vont les comme entre eux à la maison. Ouais, c'est ça exactement. Ils font des métiers souvent très humbles. En fait, leur but c'est de pas faire de bruit, etc. De sorte qu'ils sont quelques milliers à Paris. Et en fait, si tu veux,
tu peux avoir vécu 30 ans, 40 ans, 50 ans à Paris, ne jamais avoir entendu de ça. C'est dans la fait. Ça cassez-vous. Ils peuvent être tes voisins, même peut-être, si tu te trouves dans le 11e, je crois, arrondissement de Paris, tu peux être tes voisins et tu ne sais même pas. Voilà. S'il y a des gens qui nous écoutent dans le 11e, regardez les boîtes aux lettres. Il y a un truc, j'aimerais bien ton avis aussi dessus. Il y a toute une sorte de débat, là, bien sûr, relancé à cause du conclave sur faut-il un pape plutôt traditionnaliste, plutôt progressiste. Je suis sûr que tu as un avis là-dessus. En fait, on a parlé aussi de la dimension, enfin c'est toi qui as mentionné ça, le fait que Jésus était un peu un communiste ou je sais pas quoi. Non, mais j'entends c'est pour la punchline. Mais j'entends beaucoup ce discours en fait. Pour les vues. Oui, parce qu'en plus, si tu veux, là je sais qu'il y a des gens qui sont chrétiens qui vont péter un câble quand je dis ça. Je suis moi-même catholique, donc si vous voulez, et je suis pas communiste, Dieu le sait. Donc c'est bon, ne me tournez pas dessus. Non mais enfin, je veux dire, typiquement dans l'encyclique Divini Redemptoris, là, il y a des tas de bonnes raisons pour dire qu'ils sont pas communistes en fait. Typiquement, bien sûr. par exemple, la défense de la propriété privée, il te dit bah oui, non, en fait, si tu peux pas jalouser quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre, c'est qu'il y a une propriété privée, donc terminé en fait. C'est pas communiste. Bon, c'est un argument vraiment facile, mais je veux dire, en l'occurrence, il y en a quand même d'autres, donc c'est voilà. Mais toi, quelle vision tu as sur cette espèce de gauche progressiste catholique? On a vu aussi, on avait parlé de ça ensemble. Parce que c'est une demi-habile. Tous les jours que j'avais pas, ça m'a c'est plus rigolo donc elle est vraie. Les takes de Marine Tondelier, qui était complètement pété sur la religion qui devait pas être immuable. Moi, mon avis sur la religion, etc. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se sont autoproclamés experts en religion catholique, au moins. Peut-être même dans toutes les religions d'ailleurs, et qui donnent leur avis sur des trucs alors qu'il y a 2000 ans de tradition et des textes qu'ils ont probablement jamais lus en fait. En fait, moi, c'est ça qui me dérange, c'est quand les gens ne comprennent pas la structure logique de ce en quoi ils professent adhérer. Et typiquement, on va dire, c'est pas important si vous adhérez à une idéologie ou dans laquelle il n'y a pas on va dire, de bureaucratie ou de gens qui définissent les termes principaux. Donc, vous pouvez vous décrire socialiste ou conservateur ou nationaliste. Vous définissez ça comme vous voulez parce qu'effectivement, il y a plein de penseurs différents qui vont un peu structurer ces idées-là. Par contre, quand on parle de l'Église catholique, on parle vraiment de l'institution sur la planète Terre qui est la plus explicite sur son système de croyances, comment les organiser, comment les mettre en relation, quelles croyances sont plus importantes, quels rites, quelles sont les choses qu'il faut faire. Les choses critiquables, pas critiquables. La vision de la morale, etc. Toutes ces choses sont vraiment explicites, sont facilement trouvables. C'est en libre accès sur le site du Vatican. Si vous avez les encycliques. En fait, aller à une messe, ça vous prend 1 heure. J'ai vraiment compris. Il y a un truc qui s'appelle le credo, si tu veux. Voilà, ça veut dire je crois. T'as la liste des points, en fait. C'est la liste des trucs. Et ensuite, si t'as un doute, il y a quelque chose qui s'appelle le catéchisme. Si t'es, on va dire, plus porté sur la philosophie, sur le raisonnement, sur pourquoi un tel dogme a été pensé un tel dogme, sur la théologie, pourquoi on dit que le Fils procède du Père, mais qu'en même temps, il y a la Trinité, qui est 300 dieux, mais en même temps, c'est un seul Dieu en 3 personnes. C'est des questions qui sont compliquées. Donc, évidemment, en réfléchissant tout seul, on va pas forcément trouver la réponse tout seul. C'est un truc sur lequel il faut en effet avoir des autorités à peu près fiables. Mais attendez, on a Saint-Augustin, on a Saint-Thomas, on a Sainte-Thérèse d'Avila, on a des immenses théologiens, on a des gens qui ont réfléchi à ces questions et qui ont même écrit leurs réponses. C'est quand même génial. Donc si on a on va dire des soucis d'interprétation, on va d'abord consulter un petit peu ce que les gens intelligents ont dit, et ensuite, éventuellement, si les gens intelligents n'ont pas tout dit, ce qui arrive, il faut le dire. Ouais, il y a toujours des nouvelles choses qui émergent. L'IA, l'écologie, parce que le pape François, tu sais, dans le milieu de droite, il est beaucoup détesté parce qu'on a dit gna migrantophiles. Il a bien fait de parler d'écologie. Mais l'écologie, ça pour le coup, il faut lui rendre ça, quoi qu'on pense de lui par ailleurs, c'était quand même une très bonne avancée. Quoi. Et l'Église doit toujours, on va dire, prendre une position sur les évolutions de la société, donc ça veut dire qu'il y aura toujours quelque chose à dire. C'est ça qui est génial. Si demain il y a des martiens qui arrivent sur Terre, il faudra dire est-ce que ces gens-là sont des agents moraux, est-ce qu'il faut être très de la même manière que les êtres humains. Il faudra qu'on explique que c'est cohérent avec la jeunesse, tu vois. Exactement. Il faudra trouver un moyen de mettre ça en relation. Mais a priori, si on pense que Dieu est bon et que Dieu est aussi extrêmement rationnel et qu'il a fait un monde parfaitement ordonné et intelligible, ça veut dire que on va trouver des réponses aux questions. C'est juste que la réponse n'est pas forcément directement devant toi, et donc il faut faire, je pense, un petit effort d'humilité, se dire si j'ai pas la réponse directement, si je pense avoir la réponse mais que je sais pas trop pourquoi je l'ai, peut-être que je vais faire un petit effort de recherche et me positionner là-dessus. Ça c'est la grande force de l'Église catholique par rapport aux autres courants chrétiens, surtout les chapelles protestantes. C'est la logique de contexte et de paratexte qui est extrêmement important. D'ailleurs, c'est ce que les protestants reprochent, ils disent au bout d'un moment, ça devient le truc. Mais ça permet de mettre les choses en rapport. Et en fait, beaucoup de gens, moi j'en ai dans la communauté, je vois ça par exemple des gens qui lisent la Bible ou qui connaissent des épisodes bibliques parce que c'est lié à la littérature. Il y a des gros passages, pour moi je l'ai déjà dit, pour comprendre la littérature du 19e, il faut comprendre
Tu vois, tu comprends beaucoup mieux, par exemple, le moment où le colonel Chabert décrit comment il est sorti de terre après Hello. Si tu connais l'épisode de Jonas, tu vois, il y a quand même des choses à voir là-dessus. Bon. Il y a des gens qui le lisent et en fait, comme ils sont intelligents, ils ont une sensibilité au texte, mais ils n'ont pas de formation au contexte et au paratexte religieux. Et bien en fait, ils ont une espèce de vision où ils se posent des questions qui sont au bord ça sent le bûcher. Ils vont un petit peu loin, tu vois, un petit peu se bouger un peu loin. Et en fait c'est super intéressant parce que quand tu discutes avec des chrétiens un peu chevronnés ou avec des diacres, des prêtres, ce que tu veux, etc., bah, en fait, tu apprends beaucoup de choses et tu te rends compte que en fait, l'Ancien Testament et le Nouveau sont dans une continuité, mais ne sont pas dans une égalité, qu'il y a des passages et des évangiles qui disent un peu la même chose les uns que les autres, puis il y en a un qui c'est celui de Jean qui est un peu à part, et en fait, tu ne les traites pas forcément de la même façon, il y a des choses qui sont pas critiquables, d'autres qui sont plus incertaines, enfin, et en fait, si tu veux, c'est tout un truc qui se met en place, et en fait, là pour le coup, il y a vraiment des demi-habiles de la religion, parce que c'est des gens, en fait, en gros, ils ont compris qu'il y avait un hiatus intellectuel à cet endroit-là. Et au lieu de se dire, il y a une tradition de 2000 ans qui a sûrement levé ce lierre avant moi, et voilà, c'est un jet d'humilité, ils vont se dire, ah putain, je suis le pire, je le tiens, je pense que ça c'est. J'ai d'amour, mais il faut que les marchands du temple, putain, je les tiens, la contradiction, bordel. Non, mais pour le coup, ouais, c'est vraiment l'Église catholique, c'est l'institution, on va dire, la plus explicite sur tout un paquet de sujets. Donc vraiment faire la démarche qu'a fait Marie Tondelier, ça m'a particulièrement énervé pour ça en fait. Si ça avait été une idéologie politique et quelqu'un qui dit non mais le vrai socialisme c'est ça ou le vrai communisme c'est ça, on s'en fout parce que peut-être qu'en effet il y a une façon de le voir comme ça, mais quand on se prétend catholique, pour le coup il n'y a pas. Elle se prétend catholique, ouais, c'est ça le problème. Elle est pratiquante. Attends, mais elle est de gauche écologique, communiste et catholique. Pratiquante. Donc ça veut dire revendiquer. Donc c'est quelque chose qui pour elle a l'importance et qui définit son identité. A priori. C'est assez intéressant. De ce qu'elle dit. De ce qu'elle dit. Ouais. Ce qui n'est pas. Moi je veux bien la croire en fait. Si c'est chrétien, je ne juge pas tu sondes pas les cœurs et les reins. Ah non, mais moi je sonde pas. Mais si tu veux. Elle est politique, elle a quand même. Il peut y avoir un opportunisme. Oui, je pense qu'il y a un opportunisme. Parce que il se trouve que le sujet de Trendy, on en parle. Après, je veux dire que c'est pas gagné des points dans son milieu social. Parce que le catholicisme est vraiment très mal vu chez les bobos de centre-gauche urbain, chez qui elle essaie de prêcher. Je pense que ça lui fait limite perdre des points. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle fait, je pense, ce type de déclaration. Alors, moi, je pourrais penser comme toi, mais si je me fais l'avocat du diable, et je trouve que c'est totalement convaincant de le faire, je pense, c'est qu'en fait, c'est beaucoup des gens les bobos, c'est beaucoup des gens qui ont grandi dans une culture chrétienne. Je dis pas que leurs parents étaient forcément catholiques, pratiquants, etc., mais ils ont grandi dans une culture chrétienne. Et donc, même s'ils le rejettent, tu sais, c'est des gens qui sont, ils disent athées ou agnostiques, ou moi je sais pas, ils vont jamais à la messe, etc. Par contre, le jour où ils se marient, ils vont quand même faire une bénédiction à l'église, tu vois. Où ils vont à une messe de Noël, où ils mettent les enfants au catéchisme, où ils donnent pour les pauvres une fois par an au denier du culte, où ils font, tu vois, ça ne reviendrait pas en tête de pas aller à la messe de Noël. Enfin, tu vois, il y a toujours un truc comme ça. Moi, je les vois un peu comme des opportunistes, beaucoup, en fait. C'est-à-dire que quand le catholicisme dit un truc qui n'est pas leur ligne politique, ils aiment pas. Ouais. Mais par contre, quand ils ont un pape qui dit des trucs en faveur des migrants, bah là, d'un seul coup, ils ont trouvé ça super, en fait, qu'il y ait un pape et que, ben quand même, il apporte une voix importante et intéressante, etc. Et donc, ils ont une petite tendresse, il y a un petit côté Madeleine de Proust, c'est genre, ça leur rappelle que bon, bah voilà, c'est presque comme un chanteur ou comme un athlète sportif. Ah oui, bah il y a des célébrités qui en ont parlé quand même, des migrants, c'est pas mal. Et je pense que, malheureusement, il se trouve que le pape qui vient de décéder, bah, il rentrait pour eux dans cette catégorie. Après, ouais, tu peux aussi voir que, si tu veux, c'est des gens, comment dire, ils sont là-dedans et il y a une espèce de mépris de la figure papale, en fait, parce que, comme tu dis, il le ramène à un influenceur, il est bien, il est dans notre camp, il dit comme nous. Surtout à quelqu'un qui pourrait faire influer le destin de l'Église d'un côté ou de l'autre. C'est pour ça que j'aime pas trop parler de progressisme, de conservatisme, ou même d'idéologie, je sais pas, de socialisme, je sais pas quoi, quand on parle de l'Église. Parce que... Mais là, il y a un hiatus de mongol, en fait. Si tu regardes d'un point de vue dogmatique, oui, effectivement, le message du Christ est la foi elle est une, l'Église catholique elle est une, donc il ne devrait pas y avoir des papes de gauche et des papes de droite, il n'y a que celui qui est le plus inspiré par l'Esprit Saint. Ok, d'accord, ok, merci Jérôme. Maintenant, si tu veux évoluer dans un monde où tout est politique, le mec contrôle la dernière théocratie d'Europe, il a un pouvoir d'influence. En fait, le pape, si je dis avec une punchline, c'est le premier influenceur du monde, tu vois. Bien sûr. Il a 1,6 milliard, je crois, ou 1,4 milliard, je sais plus. De gars qui follow. Soda préfère la révolution. Et en fait, c'est ça. En fait, il y a du stonks local, il y a des pics, tu vois. Les IRL sont géniales, en fait, ça s'appelle JMJ, c'est ouf. Mais ce qui est intéressant dans le catholicisme, c'est que, on va dire, oui, certes, le Vatican est une théocratie, donc c'est le pape qui dirige l'État. Mais le catholicisme en tant que tel n'est pas une théocratie. C'est ça qui est intéressant. C'est pas non plus une démocratie. C'est que c'est les deux à la fois. C'est que
y a en effet des représentants visibles, dont le pape, qui sont chargés d'exprimer, on va dire, le sens du message du Christ et d'être du coup les interprètes privilégiés de la tradition. C'est les arbitres, quoi. Devant la tradition existe, donc il y a des textes que tout le monde peut consulter, et n'importe qui en fait a un droit de regard sur ce que dit le pape, à condition d'être en effet animé par les bonnes intentions, d'avoir fait le travail de lecture. Exactement, d'avoir fait le travail de lecture, parce que c'est ça ce que vous voulez dire aussi sur Marie Kondo tout à l'heure, c'est qu'en fait, elle disait par exemple, je voudrais que les femmes aient plus de rôle dans l'église. Là, elle a fait le putain de synode sur la synodalité, là, où après il met des meufs à des postes de responsabilité au Vatican, il a fait beaucoup pour l'avancée. Elle comprend pas, tu vois, que. Parce qu'en fait, elle s'arc-boute sur les femmes peuvent pas être ordonnées prêtres. Oui, c'est ça le problème fondamental, c'est qu'elle n'a pas compris que cette chose-là pouvait pas changer. Il y a des choses qui peuvent pas changer dans la structure de l'église parce que sont fondées sur des raisons théologiques. L'extrait qu'ils avaient mis, c'était l'église n'est pas immuable, rien n'est immuable. Genre, pour moi, c'était déjà en soi une réaction majeure, en fait. Il y a des choses qui peuvent changer et qui ne peuvent pas changer, en fait. Et les gens ne comprennent pas ce qui peut changer et ce qui ne peut pas changer. Il y a des choses qui ne peuvent pas changer dans l'église catholique. On peut changer plusieurs choses. Il y a des choses qui peuvent changer, mais qui ne changeront probablement pas. Par exemple, le célibat des prêtres. C'est une discipline qui a été mise en place au XIIIe siècle, 13e, ouais. Et qui est à peu près en vigueur, en gros, qui est de facto en place à partir du 5e siècle, et ensuite officiellement en place à partir du 10e. Ça pourrait changer, tu vois. Ce qu'on disait pendant longtemps, c'est qu'on laissait les prêtres se marier, mais on les décourageait de le faire. C'était mal vu par un regard social entre prêtres. Parce que t'as jeté dans ta femme, donc t'es moins concentré sur Jésus. Il y a un peu de ça. Si t'es une famille de laquelle t'occupais, tu vas moins dédier tout ton temps à ta paroisse. Là, je dis d'une façon trash parce qu'ils le disent comme ça dans des textes trash, genre Héloïse et Abélard, t'as des textes d'une violence, frérot, c'est personne les fait, tu vois. Tu sais, c'est au Moyen-Âge, c'est de l'argot quand les textes se parlent. Tu sais, les diètes à 23 ans, t'es un vieillot, donc t'as pas le temps. Tu peux nous résumer éventuellement pour les gens qui seraient curieux et qui comprendraient pas pourquoi les femmes peuvent pas devenir prêtres? Pourquoi c'est le cas? Moi, d'un point de vue théologique, tu veux dire? Oui, d'un point de vue théologique, moi, ma compréhension, c'est que c'est principalement parce qu'il y a une incarnation du Christ dans la figure du prêtre au moment où il fait la messe, et que du coup, l'Eucharistie aussi. en fait, il peut pas être entre guillemets du mauvais sexe. Enfin, bon, exactement. J'ai fait. C'est le plus important, c'est vraiment super courte, mais c'est absolument crucial. C'est la raison fondamentale pour laquelle les femmes ne peuvent pas être prêtres. C'est parce que vu que le prêtre originel c'est le Christ et que le prêtre agit en une persona Christi, en gros, qu'il agit dans la personne de Christ et pas seulement du coup d'un point de vue fonctionnel. Il agit vraiment comme s'il était le Christ, donc y compris avec son humanité. Donc t'as le côté, genre tu peux pas prendre un aspect du Christ et pas l'autre. Tu peux pas dire simplement on va prononcer les paroles du Christ et pas être le Christ. Le prêtre est vraiment le Christ quand il accomplit. La différence avec les protestants, effectivement. Ça c'est vraiment important. C'est pour ça que pour les protestants, en effet, il y aurait pas de raison. Il y a un passage biblique qui dit femme taisez-vous dans les assemblées. Et typiquement, c'est un peu le miso. Chez les protestants, à ma connaissance, il est pas mal utilisé pour justifier. En fait, parce que tu vois, le truc, c'est que chez les protestants, ceux qui sont contre le fait qu'il y ait des femmes pasteurs, parce qu'il y en a dans les branches protestantes, s'appuient sur ce passage-là. Ouais. Et je pense que, en fait, ça a créé une sorte de confusion dans l'esprit de la plupart des gens. C'est qu'ils pensent que c'est ce passage-là qui justifie que chez les catholiques, les femmes ne puissent pas devenir curées. Et du coup, leur perception, c'est non, mais c'est un passage misogyne. Donc, en fait, pourquoi les femmes peuvent pas être curées, c'est un truc misogyne. Et je pense qu'en fait, ils n'ont pas compris qu'il y avait deux arguments différents. Ah, complètement, ouais. Ça c'est très important, c'est que je crois qu'il n'y avait pas de mention de ce passage de saint Paul dans la justification vraiment du sacerdoce masculin. Il y a aussi un autre argument qui est important, c'est que Jésus a choisi ses disciples. Ouais. Il a choisi ses disciples, il a choisi 12 hommes. Ouais. Et on se dit que s'il a choisi des hommes, du coup, etc., c'est qu'il y a une raison en fait. Ouais. Et surtout, si on parle du principe que Jésus est Dieu, a priori, c'est pas parce qu'il a fait une petite erreur un peu conne, parce qu'il était influencé par la C'était pas juste le patriarcat qui lui imposait un boys club, quoi. A priori, non. Enfin, ça dépend. Soit t'es Marie Kondo et tu penses que le christianisme a des efforts à faire pour attraper moralement la société, soit tu dis a priori le christianisme. Et pas juste la société. La morale de Marie Kondo elle-même qui est au-dessus de la société, parce qu'il y a encore des racistes et des je sais pas quoi dans la société, tu vois. Faut pas oublier l'ordre, c'est important. Ça, c'est toujours un argument. C'est là où je voulais en venir, moi. Je trouve cet argument, je l'ai déjà entendu plein de fois, genre le Christ n'était pas entouré de femmes, enfin, dans ses disciples et tout. Je trouve très con cet argument. Je t'explique pourquoi en dehors de mots. En vrai, je pense que les femmes peuvent pas être prêtes, etc. Mais en fait, j'ai trouvé cet argument un peu faible parce qu'en fait, le Christ, Dieu vient sur terre, Dieu veut se faire entendre. Dieu veut des gens qui vont
qui vont être prêchés, qui vont écouter. Donc en fait, la question c'est pas si lui est influencé par les préjugés du temps, c'est la question de est-ce que les gens qui vont écouter ses disciples vont être influencés par les préjugés du temps. Je pense qu'une femme dans la Judée, tu sais, dans la Judée du Sud, tu vois, en l'an de grâce 30, en fait, son espérance de vie, si elle commence à parler à plus de 25 décibels, frérot, elle est en chute libre. Voilà. Donc j'avoue que j'ai toujours eu un peu de mal à comprendre ça. En plus, il y a quand même des femmes qui ont eu un rôle dans voilà, c'est là où je autour des apôtres, t'as aussi. Mais t'as quand même le côté que les femmes ont eu un rôle révolutionnaire en fait, selon la structure sociale de l'époque de Judée. C'est-à-dire que si tu prends ne serait-ce que Marie, mais aussi je sais pas, Marie-Madeleine, le fait qu'elles aient un rôle aussi important aussi dans l'attestation de la résurrection. C'est-à-dire qu'il y a quand même une dignité fondamentale équivalente entre l'homme et la femme, et ça c'est évident dans n'importe quel passage de l'évangile. Par contre, en effet, il y a un appel à un charisme qui est différent pour l'un et pour l'autre. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut réfléchir, en fait. C'est pas simplement se dire, genre, bêtement, genre, non, on a une dignité égale, donc on aura forcément les mêmes fonctions, les mêmes rôles, on sera appelé à la même chose par Dieu. Non, on appelle des choses différentes et en fait, l'égalité de valeur ne suppose pas l'égalité d'action. Complètement, et ça, c'est un problème fondamental, on va dire, aujourd'hui, c'est que l'égalité, c'est quelque chose d'uni. C'est-à-dire qu'on soit égaux à tous les niveaux, on ne pourrait pas être égaux en dignité si on n'est pas égaux en revenus, en termes, même en vertu intellectuelle, en vertu morale et compagnie. C'est ça, je pense que c'est un présupposé aussi de la pensée de gauche aujourd'hui, c'est de penser que l'égalité doit se faire à tous les niveaux possibles et imaginables, au détriment du coup du capital naturel qu'on peut avoir chacun. Mais tu ne le sens jamais parce que plus l'égalité, ça devient une chasse aux sorcières au bout d'un moment. Même si demain. C'est simple de faire l'égalité par le bas que par le haut. Ouais, mais en fait, non, tu travailles pas toujours le truc à l'infini. En fait, tu sais, il y a quelques années, Rokhaya Diallo, elle avait fait marrer tout le monde avec cette histoire de pansement qui n'était pas aux couleurs de peau noire, etc. En fait, si tu veux, tu travailles. Je suis sûr qu'il y en a, tu vois. Oui, qu'elle a gagné. Mais je suis sûr que ça existait déjà et qu'aujourd'hui on râler parce que c'est plus cher. Mais en fait, parce que c'est plus cher pourquoi ? Parce qu'en fait, en gros, il y a moins de demandes. Et voilà, et donc après, ils vont te dire, il faut subventionner. Puis il va créer un nouvel impôt, il va prendre encore plus d'argent. Enfin, voilà. Créer un poste pour surveiller le haut commissariat à l'observatoire du ministère à la culture de l'égalité ethnique, tu vois. C'est quelque part entre l'URSS et l'Italie fasciste. C'est terrible. Est-ce que t'aimes bien Rome, toi? Ça te plaît comme ville? On va pas se mentir, c'est une belle ville quand même. Ouais, c'est une belle ville. Après, ça vaut pas pareil. Je pense que t'as habité à Paris pendant longtemps. Oui, enfin, c'est une ville. Moi aussi, tu veux. Et en fait, genre, moi, je suis blasé de Paris, mais à un niveau. Tu vois, genre. Mais je vois le. Peut-être Paris, ça devient Gotham City, tu vois. Il y a une génération, mais année après année, il y a un autre folle qui est terrible. Genre, le ticket métro, il a pris 1 euro en 5 ans. Après, il y a des trottinettes électriques, tout le monde râlait à cause de ça. Maintenant, tu te retrouves juste, en fait, à pas pouvoir circuler dans cette ville. Genre, il y a trop de monde. Je te signale que le ticket de métro, il a pris 1 euro parce que de l'autre côté, il a baissé de 2 euros quand même. À quel moment? Pour les gens qui sont en banlieue, en fait. Ah oui, c'est vrai. C'est la magie de l'égalité qui a fait ça. Ouais. Alors qu'en fait, on aurait juste pu dire aux gens, en fait, tous ceux qui sont du télétravail, à Fouera, tu vois. Parce qu'en fait, si tu veux, la josianerie, tu vois, des Français là, qui ont besoin d'aller travailler, alors que leur boulot, ils pourraient se mettre chez eux, moi, j'ai jamais compris ça, tu vois. Les gens sont pas capables de se mettre un coup de pied au cul et d'allumer leur ordi à 9h et de le fermer à 18h. Non, mais tu sais, le truc, c'est que t'as plein de problèmes. T'as les managers qui veulent pas faire ça parce que globalement, ils ont aucune idée de ce qui se passe. Non, mais c'est le petit chef, ça. Je veux contrôler le nombre de feuilles de PQ qu'il a utilisé pour t'essuyer les glands, quoi. Mais attends, moi, franchement, quand c'était la période Covid et tout, je te promets que chez nous, alors que globalement, enfin, moi, j'étais dans une boîte où t'avais tout le monde qui était en panique et qui voulait rester chez lui, etc. Ils ont inventé des prétextes bidons dans tous les sens pour que les gens aient des bonnes raisons d'être là. Et puis, il y a un jour, l'inspection du travail qui est passée et les gars, ils ont pété un câble parce qu'ils sont arrivés sur un parking, ils n'ont pas trouvé de place pour se garer. Et on était censés être tous confinés, tu vois. Officiellement, c'était pas possible. Mais en fait, en réalité, à la fin, il y a eu un énorme pipeau sous la forme d'une note de 4 pages pour expliquer pourquoi, en dépit des réglementations sanitaires, en dépit, machin. Enfin bref. Et à la fin, ils ont eu une tape sur le poignet, il s'est rien passé, quoi. Enfin, en fait, donc globalement, très haut dans la hiérarchie, les gens, ils avaient envie que tout le monde soit là parce que ça donne l'impression que l'usine tourne. Je pense que ça leur plaît. Les petits managers sont contents parce qu'ils ont les petits gars les rouleaux de base, ils sont là, quoi. Il n'y a rien de pire que le petit chef. Le petit chef, c'est vraiment tu vois, c'est le chaînon manquant entre l'homme et la crotte. C'est vraiment, c'est des gens, mais c'est horrible en fait. C'est horrible parce que, en plus, je pense que, tu sais, c'est très spinozien, ça pour le coup, ce que je veux dire, mais les gens se comportent toujours comme les. Attention, ils se comportent toujours comme le milieu social dans lequel ils sont
plongée les amène à se comporter. Et en fait, je pense que même quelqu'un qui est bien, voire quelqu'un qui est sympa à l'extérieur, voire quelqu'un qui pourrait être une bête de pote en vacances, tu vois, en fait, qui rentre au bureau, il se recoiffe, tu vois, il met une chemise, et là, il devient le pire fils de pute. Excuse-moi, je repère une faute sur la slide numéro 4, tu n'es pas assez assertif, tu vois. Voilà. Et c'est des enculés, tu vois. C'est des bons enculés. Mais même, alors moi, il m'est arrivé un truc, il y a pas si longtemps, j'ai eu un gars qui était un collègue qui était au même niveau que moi, qui a été promu et qui s'est mis, en fait, il a passé des années à critiquer la manière dont le management Il avait préparé. Je te promets que 6 mois plus tard, il faisait exactement la même. C'est fou. C'est plus dû au rôle, on va dire, que des grands traits de personnalité. Mais ça, tu peux peut-être que le rôle révèle des grands traits de personnalité qui sont très répandus en fait. Non, mais tu peux l'étendre à d'autres choses. Tu vois, par exemple, moi, quand je me suis lancé sur YouTube, il y a des trucs que je voyais dans d'autres chaînes qui me cassaient les couilles, que j'avais pas envie de faire. Et en fait, au bout d'un moment, je parle pas, par exemple, de code sur des miniatures, je parle pas de trucs vraiment profonds de la chaîne, des trucs comme ça. Tu voulais pas faire le putaclic, mais en fait, tu pas obligé de le faire par la nature des choses. Mais tu te rends compte, mais c'est un truc de fou parce qu'à un moment donné, je me souviens, j'avais fait une vidéo où je parlais de Jacques Brel et son rapport à la littérature. La vidéo sort et j'avais intitulé un truc du genre Jacques Brel, je sais pas, chanteur ou écrivain, enfin un truc vraiment très factuel, tu vois. La vidéo a fait doucement éclater au sol. Pourri de chez pourri. Genre vraiment, allez, là c'est bon, on achète une corde, c'est le roi Bernard, on se calme, tu vois. Et en fait, tu sais, à un moment, il y a une interview très célèbre de Brel où il dit le talent, c'est d'avoir envie de faire quelque chose. Je crois qu'il n'y a pas de talent inné, en fait, c'est un éloge du travail, en fait, c'est vraiment un talent. T'as juste mis, il n'y a pas de talent inné. J'ai appelé l'épisode, il s'appelle toujours comme ça d'ailleurs aujourd'hui. Pourquoi vous n'avez aucun talent? Frérot, la vidéo, elle a fait une remontada, mais c'était Coupe du Monde 2022, Mbappé, tu vois. Elle a fait 50 000 en une semaine, quand même. Tu vois, elle a fait un très honorable score. Parce qu'en fait, si tu veux. C'est devenu un peu une institution d'ailleurs maintenant, les exactement. Ils sont pas trop. En fait, moi, ce que je veux, si tu veux, c'est que il y a plusieurs niveaux. Il y a le mec qui serait vieux de toute façon, et lui, il va continuer à faire. Il y a le mec qui a compris, tu sais, l'habile. Il a compris que on va reboucler sur les sujets, tu vois. Qui va apprendre quelque chose d'intéressant. Il a le sujet général, et même si le titre. Il a compris que le truc était putaclic, ironiquement putaclic. Voilà, c'est exactement. Il y a le Google qui a expliqué au début le petit putaclic, mais qui va se reprendre en cours de route, parce que tu vois, c'est une démarche chrétienne. Tu peux te repentir, voilà. Et à la fin, tu deviens intelligent, tu vas essayer d'agir, tu prends un bouquin, voilà. Ou d'autres bouquins d'ailleurs, très très bons. Et en fait, après, t'as le Google final, le mec il récupère là. Enfin, pas sur ce coup-là, on ne récupérera pas là. Par contre, lui, il va commenter pour rager. Et là, il y a qui du référencement, tu vois. Voilà. Et en fait, si tu veux, chacun sa place. Moi, j'aime bien. Chacun sa place. Et une place pour tout le monde. Je fais des titres beaucoup moins violents que les tiens, mais j'ai quand même des Google finaux, comme tu les appelles, qui viennent m'expliquer que je n'ai pas démontré ce que j'ai dit dans le titre. Je suis en mode, non mais en fait, on s'est pas compris là. Genre, je mets un titre parce que je dois mettre un titre et que je dois expliquer aux gens et donner envie aux gens de cliquer. Mais en fait, j'ai pas dit que c'était la conclusion en fait. Genre, en fait, moi je pense que c'est moi qui fais un peu le laboratoire T4 de Wuhan. Je pense que je crée de synthèse ces imbéciles. Parce qu'ils n'existaient pas trop avant. Et depuis que je me suis mis à faire ça, j'ai l'impression que plein de youtubeurs se mangent des ronds. Parce que il y a quelques gars qui se sont dit, attends, j'ai quitté parce que j'ai eu un shot de dopamine quand j'ai vu le titre. Et après, on est venu me parler d'un truc sérieux, tu vois, à un moment donné. Et donc en fait, ils se sont dit, bah, je me suis fait arnaquer. Et après, maintenant, ils sont passés en mode police tu vois, du truc. En fait, ces mecs-là, tu t'en fous, en fait. Moi, j'avoue, j'en ai eu une déferlante sur la vidéo sur le beau. Parce que le titre était quand même spécialement putaclic. C'est standard, on va dire. C'est standard de charge, ça va. Le beau, c'est politique, un truc comme ça. Le beau est politique. Le beau est politique. Donc la claque directement. Ouais, en fait, toi, tu penses que le titre était putaclic. Moi, je te dis, le premier mot du titre était putaclic. J'ai mis le beau, tu vois. Ouais. La direct, j'en ai trigger, mais des milliers. C'était incroyable. J'ai eu des types qui sont venus me faire des exposés, mais sur des dizaines de tweets. J'ai fini par muter des gens, en fait, parce que j'en pouvais plus. De toute façon, faut les muter. Facilement, en fait, moi, j'ai une règle simple, quand les gens m'insultent, je parle pas des gens qui critiquent, mais quand ils m'insultent, quand ils essayent de, genre, soit ils me traitent de beau con, etc., soit ils essayent de m'insulter. J'ai l'impression que Twitter est moins toxique que YouTube à ce niveau-là. Il y a moins de gens qui font des gros. Ouais, moi, j'ai quand même muté quelques fils de pute. Il y en a moins. En fait, si tu veux, parce que vous avez des audiences un peu plus grosses. En fait, quand vous arrivez à 50 000, moi je suis encore à 8 000. Après, il y a un truc très différent, c'est que sur Twitter, par exemple, moi, avant de muter un mec, je peux lui dire, on connaît le métier de ta mère, et je le mute. Alors qu'en fait, sur YouTube, si tu veux, quand tu mutes un mec, en fait, ça supprime tous les commentaires qu'il a mis sur ta chaîne depuis toujours. Et donc, en fait, si tu veux, c'est pas juste muter. C'est que le mec, en fait, il va continuer à parler, en fait, ses commentaires s'afficheront, mais uniquement pour lui, et personne d'autre ne le verra. Tu vois,
Tu peux pas bloquer les gens sur YouTube. En fait, bloquer, c'est ça, c'est muter. En fait, toi, tu verras plus, et n'importe qui ne verra plus. Les gens en connexion privée, enfin, navigation privée, verront plus. Il y a juste lui, ça sera connecté sur son compte à lui, qui verra. Tu vois, en fait, voilà. En fait, moi, je dirais que sur YouTube, la plupart des gens qui regardent juste par curiosité et qui sont des gens bienveillants, en fait, mettent pas de commentaires. C'est très rare. Je suis parti d'accord, mais je oui, n'ai jamais mais oui, c'est des commentaires dans le chat, moi. C'est pour ça que le terme de majorité silencieuse est important, c'est parce qu'il est vrai. Ouais, tout à fait. Et c'est moins le cas sur Twitter, en fait. Sur Twitter, tu as plus de gens normaux qui ont un avis un peu modéré qui vont donner leur avis. C'est vrai, alors que sur YouTube, vraiment, tu as littéralement les deux extrêmes, en fait. Ouais. Et le moyen de se donner une idée, c'est si j'ai un quart de mecs qui m'insultent et 3/4 de gars qui sont contents, bon, bah, je dois être pas trop mal, tu vois. Ouais. C'est un peu cette ambiance-là. Et c'est vrai que t'aimerais avoir des gars qui sont là en disant, bah écoute, moi je trouvais ça sympa. Je pense que là t'as été un peu rapide sur ce point-là, mais bon, écoute, dans l'ensemble, je trouve que c'était. Ça, c'est vraiment, c'est des pensées qui. Et ça, tu l'as pas. C'est rare. J'aurais jamais l'idée de les poster comme commentaires sur YouTube. Ouais. Parce que je sais pas, genre, pour moi, YouTube, c'est purement de la consommation. En fait. C'est pas vraiment un réseau social. Ouais, après, je pense, du coup, il y a une minorité qui traite vraiment comme un réseau social à part entière. Oui. Et c'est eux, en fait, qui dictent, du coup, le niveau de toxicité de. Alors maintenant, moi, j'ai eu sur le bourg en particulier pas mal de trucs croisés, en fait. C'est-à-dire que des mecs ont ragé sur Twitter des vidéos sur YouTube et des commentaires qu'ils avaient laissés, qu'ils n'avaient pas eu de réponse ou je sais pas quoi. J'ai un gars qui littéralement m'a insulté en mode. C'est du village, c'est du village. C'est le mec à l'âge des pavés César, ceux qui n'ont pas lu tout ça, tu vois. Je précise ici pour mes autres followers. En m'insultant. Et on me c'est sur multi-compte. Et en me disant après sur Twitter, en me screenant son propre commentaire qui commence par littéralement une insulte du genre t'es un gros ringard, t'as rien compris à rien, t'es gogol, des débiles. Tu es de droite. C'est pourquoi tu n'as pas mal en commentaire. Et t'es dessus. Non mais attends, à un moment faut décider. Quand tu vas dans une boulangerie, soit tu décides d'aller pour insulter la boulangère, soit c'est pour acheter du pain. Tu peux pas faire les deux. Je suis complètement d'accord avec ça. Il y a les mêmes sur Twitter, mais juste qu'on les voit peut-être un peu moins parce que je pense que les communautés sont peut-être plus basées sur les affinités que sur le narratif. Après, il y a le regard que le créateur porte dessus, tu vois. Si t'es un écorché vif, ou si t'es au contraire un mec très très cool, ou très très coulant, ou si t'es un peu le mec qui fait bon, c'est un gogol, je fais mieux, tu vois. Il y a plein de façons très différentes. Il y a le bon père de famille, il y a l'excité, il y a le mec qui veut absolument débattre sur tout, et voilà, il y a le prêcheur acharné, tu vois. Il y a plein de possibilités, tu vois. Moi, je veux bien aider les gars, tu vois, mais en gros, si les gens n'ont pas envie de s'aider eux-mêmes, je vais pas les aider. Et toi, le c'est voilà. On regarde toujours Alors, à propos d'y revenir, est-ce que tu as toi qui es un distingué philosophe, est-ce que tu as des conseils à donner aux gens pour sortir du demi-habila en termes de lecture? Qui va nous parler de McIntyre? Non, du coup, en fait, j'ai publié récemment sur mon compte Twitter un fil qui est dédié à ceux qui voudraient se remettre un peu dans le bain après, qui n'ont pas fait de philo depuis la terminale, en fait. Et donc, tu peux trouver ça sur ton compte, une petite liste. Il y a une petite liste qui doit faire, je pense, une quinzaine de bouquins, pas plus. Et c'est vraiment en ordre de difficulté, donc les gens vraiment. C'est quoi le premier Premier, c'est toujours mon conseil numéro 1, c'est l'apologie de Socrate de Platon. J'en sais vraiment. Ça fait 40 pages, c'était en 2 heures. Je crois qu'il est même dispo sur internet. Dispo vraiment absolument pas. Comme énormément de trucs de la philosophie. 3 € maximum en librairie. Tu vas avoir le livre vraiment, c'est ça. Donc du coup, on renvoie les gens à ton compte, Gugus Bontaquin. Voilà, on mettra en description. On mettra en description sur YouTube. Sinon, si vous êtes un péon qui écoute sur les plateformes, on peut rien pour vous. Il faudra aller sur YouTube, cliquer sur le lien, aller sur Twitter, Non, et du coup, normalement, le fil est assez facilement trouvable. Et l'idée, c'est vraiment de conseiller des lectures sur à la fois des classiques, donc c'est vraiment des bouquins écrits par des gens vraiment importants qui font partie du canon occidental. Et moi, je conseille surtout la philosophie grecque, en fait, pour se remettre dans le bain, parce que je pense que c'est à la fois la plus accessible et c'est la base. Donc, c'est celle qui te permet, en fait, de réfléchir de la manière dont la discipline ensuite a été construite. Parce que si tu veux, je pense que la littérature, c'est moins vrai que la philo, parce que la littérature, tu peux l'apprendre un peu à c'est la fausse tout court. Attention à la mais ce que je veux par là, c'est que la philo, en fait, c'est quand même un empilement de briques. Et en fait, tu peux comprendre le dernier étage sans avoir compris le rez-de-chaussée, mais c'est quand même mieux si tu veux être architecte de comprendre vraiment surtout, je pense aussi que la philo grecque est beaucoup plus proche de la plupart des questions de Monsieur Tout le Monde quand il essaie de cogiter. Exactement. Ça, je pense que c'est hyper important à dire, c'est que c'est les Grecs qui ont posé les questions pour la première fois. En fait, les questions, elles ont toujours de la pertinence aujourd'hui, c'est toujours les mêmes. C'est qu'est-ce que le beau, qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le vrai, comment faut-il vivre, est-ce que Dieu existe, est-ce que l'âme existe, qu'est-ce que la nature.
genre de choses, ça parle à tout le monde en fait. Attention avec l'article défini sur les concepts. Les gauchistes vont dire la beauté, la vérité, tout ce qu'on veut. Ouais, j'ai deux remarques là-dessus. Moi, je me suis fait troller parce que j'ai parlé de l'âme et il y a des mecs quand j'ai parlé du beau et j'ai dit que ça élevait l'âme ou que je sais pas quoi. Il y a des types qui sont partis dans un délire en me disant oh là là, tu essaies d'imposer un cadre religieux. J'étais en mode mais non, en fait les gars, attendez. Quand vous dites les yeux c'est le miroir de l'âme, vous êtes jamais demandé si c'était un cadre religieux en fait. Arrêtez quoi. Et autre petite remarque, j'avais adoré l'économique de Xénophon. Et l'obsession. Non mais j'en ai déjà parlé. En fait, Xénophon c'est son High Ground. C'est-à-dire qu'en fait moi je suis High Ground à chaque fois lui Xénophon. T'aimes bien ça bon. Et c'est là la base, c'était mon texte. Bah voilà. D'Anabase, moi je suis un fan absolu d'Anabase aussi. Parce qu'en fait je trouve le concept génial, c'est venez nous aider. Finalement on essaie de vous tuer. Vous foncez raté. C'est génial. C'est la randonnée la plus hardcore de tous les temps. Expo Scout. C'est tellement incroyable que si les mecs n'avaient pas survécu, personne ne croirait. C'est absolument dingue. Le concept est fou. Vieux des Grecs. Mais tu vois, ce qui est marrant, c'est que quand j'ai commencé à parler un peu de tout ce qui était valeur travail chez Marx et tout ça, j'ai eu droit à des sempiternels débats sur qu'est-ce que c'est la valeur, le prix, nanana, le prix c'est pas la valeur. Enfin, tu les connais, je vais pas te les faire. Le demi-avis ultime, le paradoxe de l'eau. Voilà. Je te promets que la plupart de ces questions, elles tenaient dans les 15 premières pages de l'économique de Xénophon. Vraiment, c'était ah là là, mais un cheval, ça peut être très utile. Oui, mais par exemple une flûte, si tu n'en joues pas, est-ce que c'est vraiment utile? Et c'était que ça. Et moi, je me disais, mais est-ce que je leur renvoie un lien vers le texte de Xénophon? Qu'est-ce qui se passe quoi? Mais ce qui est bien avec la philo, c'est que tu as 2000 ans de retard. 2400 ans de retard. C'est un peu le principe de l'éducation, c'est qu'à chaque génération, il faut refaire tout. Il faut tout refaire, sauf qu'on peut. En fait, l'avantage de l'éducation et de la civilisation, c'est que on peut refaire assez rapidement. L'intérêt, c'est qu'en 20 ans, normalement, on arrive à rattraper 2000 ans d'histoire. Parce qu'en fait, on peut concaténer vraiment très 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 longtemps parce que en fait, il y a quand même des siècles entiers dans l'histoire de la pensée. C'est juste à réfléchir sur les ça pas grand-chose. Je suis désolé, je vais même pas citer des scientifiques parce que ça va me faire rager, mais je veux dire, par exemple, le 5e siècle, bon, il y a des pères de l'église, machin truc, mais fondamentalement, c'est pas. Augustin, attention. Oui, c'est vrai. Le 6e, il y a 6e, 7e, il n'y a pas grand-chose, franchement, voilà. Même alors après, il y a un Thomas d'Aquin, il y a un truc, moi, ça, le 14e. Le 14e, c'est pas le siècle. Plus tard, ouais, c'est ça. Le 10e siècle, si tu veux, voilà quoi. Moi, je vais faire chier, je vais vous citer des philosophes de niche dans les trucs. Ouais, parce que je vais connaître les gens qui vont. Exactement. Retenir Aristote, évidemment, c'est pas les gens qu'on va retenir. Si je vous dis bête de vénérable, je sais pas, c'est ça, tout le monde s'en fout. Tu vas avoir celle de Canterbury. Et après, il va apparaître sur des niches, sur pas dans celle de Canterbury, pas de Descartes. C'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, certaines questions sont pérennes et on continue, on va dire, à se manifester d'une manière ou d'une autre. Et après, il y en a d'autres qui sont apparus, on va dire, à une période précise, après certains développements de la société précise. Donc, par exemple, tous les développements en philosophie de la connaissance ne se posaient pas pour les Grecs. Parce qu'ils ne doutaient pas du fait que leur sens atteignait directement la réalité. Genre, certes, t'avais le côté chez Platon, genre, t'as le côté, genre, la réalité ultime et au-delà de la réalité sensible. Mais en fait, quand tu restes dans la réalité sensible, Platon te dit non, mais tes sens sont fiables. Pour la réalité sensible, tes sens sont viables. C'est juste qu'ils ne te donnent pas la réalité totale. Toutes les questions sur le fait que on n'a pas accès à la réalité sensible. Ils ont quand même des réflexions sur des paradoxes, notamment en mathématiques. C'est le nombre racine de 2 terrifie les Grecs. Ils ont même cette idée que même la réalité sensible a une limite terrifiante, bien sûr, irrationnelle en fait. Ils se posent des questions qui ont énormément de toujours d'intérêt, même les paradoxes sur le mouvement de la flèche, ils n'ont pas été résolus avant le 19e siècle. Et encore, il y en a qui disent qu'une résolution mathématique, c'est pas une résolution philosophique. Oui, c'est le fameux débat là-dessus. Oui, en effet, en mathématiques, tu peux en effet, avoir, grâce à la notion limite, tu peux avoir du coup une addition infinie qui donne un infini. Ok, très bien. Mais c'est pas ça que dit Xénon, tu vois. Il te dit quelque chose de plus précis. Il dit genre, comment on fait pour avoir un truc qui est du coup infiniment divisible, mais qui en même temps en fait, tu perds la fluidité du machin parce que tu l'as atomisé en 1 million de petits états. C'est ça. Et pour ça, il faut des catégories philosophiques précises. Il faut dire que, en fait, ça, c'est ce que dit Aristote, notamment dans la métaphysique, c'est que tu peux avoir, en fait, chaque objet matériel est virtuellement divisible en une infinité de parts. Ça veut pas dire qu'il est actuellement, du coup, divisible en une infinité de parts. Ça veut pas dire qu'il y a une infinité de petits bouts de la table à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y a une distance qui est précise. Mais par contre, en effet, si tu avais une scie qui est suffisamment précise, en laser et compagnie, tu pourrais diviser à l'infini. Et après, en effet, tu pourrais mettre aussi
un terme physique à cette discussion, tu peux dire non, mais la physique nous dit que de toute façon, on ne peut pas descendre autour. C'est physicien qui Les les atomes et les molécules, ouais. On peut pas aller, il y a un moment, ça s'arrête. Mais en fait, ça répondrait pas à Xénon. Xénon, pardon. On dit qu'il y a un moment, ça s'arrête, mais en fait, tu sais, quand on a trouvé l'atome, on disait que ça sera incassable. Après, on a découvert qu'on pouvait le casser. Après, on a découvert qu'il y a des particules. C'est ça, c'est pour ça que Xénon, lui, il dit non, continue. C'est pas l'atome. Il a raison, je pense, là-dessus. La théorie personnelle infinie, c'est qu'on pourrait couper l'infini dans des états qu'on ne peut même pas concevoir encore dans notre niveau d'avancement scientifique. Exactement. Si on va au fond de la pensée de Zénon, c'est ça. C'est vraiment de dire, genre, et si on continue, même si c'est physiquement pas possible, tu vois. La question, je pense, elle reste intéressante au niveau. Mais moi, je pense que c'est physiquement possible, entre guillemets. Je sais pas si on pourrait. Faut demander aux physiciens, parce que c'est les physiciens qui ont la réponse. Moi, c'est toi qui as le plus gros bagage scientifique, mais je sais qu'on c'est compliqué, ouais. Je sais qu'on découvre tout le temps des nouvelles particules. Ça ne m'étonnerait pas qu'on arrive à un truc fondamental qui soit vraiment juste impossible à diviser. Déjà, va voir un atome. Aujourd'hui, tu vois, c'est une représentation de l'esprit, quoi, quasiment. Bien sûr, mais ça, on sait pas. Non, et puis même la plupart des particules, toi, tu les vois de manière très corpusculaire. Enfin, je fais 2 secondes de physique un peu dure. Putain, on va perdre tout le monde. Alors, mais en gros, tu sais, t'as ce qu'on appelle la dualité onde-corpuscule, où en fait, une même chose, en fait, elle peut en gros, dans des états extrêmes, si tu faisais une projection en 2D d'un truc plus gros, et ben d'un côté, tu aurais une sorte d'onde, et puis de l'autre côté, tu aurais une sorte de particule. Tu as des tas d'expériences où, justement, en fait, soit tu as un comportement particulier, soit tu as un comportement ondulatoire, et en fait, du coup, c'est là où, en fait, même ta définition de couper, enfin, qu'est-ce que c'est couper une onde? J'en sais pas trop de sens. Il y a un moment, en fait, notre appareil catégoriel, ça ne s'applique pas au non, ok, d'accord. Là, je suis complètement d'accord, Oui, comme tu dis, couper, ça ne s'applique pas, du coup, aux particules tout petites, par exemple, un photon. Mais en fait, quand tu y penses, même onde et corpuscule, ça ne s'applique pas non plus. Parce qu'en fait, vu qu'il y a la dualité et que les deux choses peuvent être manifestées en fonction des expériences, c'est-à-dire qu'il y a un phénomène fondamental, du coup, qui peut être manifesté avec des mots qu'on va utiliser comme onde et corpuscule, sauf que ces deux mots-là, c'est juste une façon qu'on a avec le langage un peu imprécis de désigner quelque chose de plus fondamental. Et après, tu vois, c'est marrant parce qu'en physique, alors bon, pareil, je refais une deuxième petite digression, mais c'est très ça dur. élève un peu le niveau intellectuel de la conversation. Le niveau était pas. On a commencé quand même avec la maïotique, et après on est parti sur. Oui, c'est vrai. Les commentaires YouTube. En fait, c'est la philosophie des commentaires YouTube, c'est quand même intéressant. Il y a un projet de vidéo là. On reparlera des bozos à la fin. Ouais, des bozos. Le bozo is the new semi-ami là. Non, mais en fait, une fois que tu as tout décomposé et tout, tu as beaucoup de gens qui pensent qu'il suffit de comprendre les lois physiques de ces trucs-là tout petits à toute petite échelle pour recomprendre ce qui se passe à grande échelle. Ouais. En fait, il y a une discipline de la physique qui s'appelle la physique statistique qui essaie de faire ce lien. Et en fait, globalement, ça marche pas. Genre, alors tu as des démonstrations diverses, mais en gros, il faudrait un pouvoir de calcul infini qui dépasse le nombre d'atomes qu'il y a dans l'univers. Enfin voilà, ce genre de truc pour prévoir ne serait-ce que, je sais plus, une quinzaine ou une centaine d'atomes, comment ils interagiraient entre eux. Et en fait, juste, on sait pas faire. Voilà. Donc, en gros, tu sais observer des choses à ton échelle, tu sais observer des trucs à toute petite échelle, tu sais pas faire le lien propre entre les deux. Pour l'instant. C'est ça le principe de la science. Eh ben, je vais être honnête. Enfin, moi, ma compréhension de l'état de l'art, c'est que même si il y a des théories qui existent, genre t'as des mecs, c'est pour ça que t'as des trucs sur la théorie des corps, des trucs comme ça, mais en gros, c'est pas certain qu'on soit même capable de démontrer que la théorie s'applique. Oui, mais en gros, tu dézoomes, t'arrives à trouver un objet à encore plus de dimensions qui pourrait se comporter comme ceci dans un cas et qui pourrait se comporter comme ceci dans un autre cas, mais en gros, tu pourras jamais vraiment l'observer dans cet espace à plein de dimensions. En fait, ça, c'est encore une fois, genre, enfin, en science, là pour le coup, c'est de la philosophie des sciences, ce que je veux dire là, mais ton niveau de compréhension de ce que tu peux faire, il évolue tout le temps. Si tu avais dit, genre, tu vois, là on s'enregistre avec un micro, si tu avais essayé d'expliquer le concept d'un micro à un mec du XVIe siècle, si tu veux, il aurait ressuscité, mais il aurait cherché l'Inquisition, si tu veux, pour te cramer, tu vois. Il n'a pas eu besoin de la ressusciter, elle existait déjà. Raison. Oui, je vous assure, des cameaux sur YouTube, c'est la il est là, rien, voilà. Et en fait, si tu veux, d'ailleurs, le film Interstellar le montre de façon intéressante. Parce que tu sais, ils ont cette espèce d'interaction avec une espèce de force entité. En fait, le film te suggère très fortement que c'est des humains de l'an 50 000 qui sont arrivés à un tel niveau qu'ils sont même plus des êtres de deux dimensions. C'est pas, ils sont une espèce de trucs qu'on n'avait pas de mots pour le décrire, tu vois, tellement c'est un truc comme ça. Je suis d'accord qu'il y a un vrai, du coup, il y a toujours le problème de qu'est-ce qui est vraiment concevable et qu'est-ce qui est en fait métaphysiquement et physiquement effectivement possible. Et ça, c'est en effet la frontière entre les deux est extrêmement ténue. Et sur certains, d'ailleurs, ça pose beaucoup de problèmes
on va dire pas seulement en termes de philosophie des sciences, mais aussi par exemple en philosophie d'esprit. Il y a tout un paquet en fait d'arguments pour la matérialité ou l'immatérialité, par exemple, de l'esprit, qui sont basés sur certaines intuitions, sur la concevabilité, sur la possibilité. C'est des choses-là qui, en fait, on peut pas vraiment. En fait, il y a des intuitions qui vont pas être partagées à ce niveau-là et qui vont être suffisamment fortes et suffisamment, on va dire, plausibles pour pouvoir parler à un certain nombre de personnes. Typiquement, si vous prenez le fonctionnalisme en théorie de l'esprit, le fonctionnalisme, c'est quoi? Ça nous dit qu'on a l'intuition que, en fait, l'esprit, du coup, c'est un certain arrangement de particules, de matière, etc. Et en effet, quand tu prends le cerveau humain, ça semble pas trop con, en fait. Parce qu'en effet, genre, il y a tout un tas on va dire, d'expériences que tu peux faire sur le cerveau humain qui vont déboucher sur des conséquences d'exercice de l'esprit. En effet, une tumeur au cerveau, ça va faire que tu vas pas réussir à réfléchir d'une manière. Si ton cortex préfrontal est affecté, tu vas pas pouvoir utiliser la rationalité. Il y a tout un tas de corrélations qu'on peut mettre en place. Ah, on fait quelque chose sur les gens de Twitter. Conclusion, tu n'en tirez pas. Mais du coup, eux, ils partent de ce fait, qui est un fait qui est, soutenu par tout un tas d'expériences scientifiques, pour en tirer une thèse qui est beaucoup plus, on va dire, problématique, parce qu'en effet, elle appelle à autre chose, qui est de dire que, en fait, possiblement, vu que le cerveau, en effet, génère, de par sa structure même, par sa structure physique, en fait, génère la fonction esprit, alors la fonction esprit pourrait être remplie par quelque chose d'autre, par un ensemble de matériel différent. Et il y a des gens qui sont pas du tout d'accord, qui vont dire, mais non, pas du tout, en fait. C'est comme avec l'IA, aujourd'hui, où genre, c'est une espèce de boîte noire où tu sais même pas ce qui se passe à l'intérieur, et quand on a un neurone d'IA ou ce qui fait des fois il te ment. Et il te dit, j'étais là-dessus, non, t'étais pas là-dessus, j'ai mesuré. Et ça, pour le coup, c'est des questions qui sont ouvertes en philosophie, du coup, des sciences artificielles. Sur Sexual Desire Philosophical Investigation de Scruton qu'on est en train de traduire, c'est exactement la même réflexion sur la sexualité. En fait, il se bat contre des mecs comme Kinsey, qui expliquait qu'en gros, la sexualité, c'était juste une histoire de zone érogène et que si tu frottes bien, c'est bon, tu vas tuer. Je te jure que c'était un peu ça l'ambiance, quoi. Et si tu veux, le gars il dit non, mais attends, en fait, non, le fait que tu sois prêt à littéralement terrasser 3 armées pour aller retrouver cette fille-là et pas une autre, il y a peut-être tu toucheras qu'après le mariage. Oui. Tout ça, c'est des réflexions. Je crois qu'il le dit d'ailleurs. Remarque, c'est pas sûr parce qu'il est. C'est simple limite qu'on est capable de se mettre. Et je pense que c'est lié en fait à la structure même de notre désir. C'est qu'on ne peut pas avoir tout d'un seul coup. Si on veut que le désir soit. Le désir est construit aussi sur la frustration. Bien sûr. Et je pense qu'en fait, des gens capables de s'imposer à eux-mêmes une forme de frustration, parce que en fait, j'ai un chevalier du Moyen-Âge, rien n'empêche de prendre la meuf et de lui faire des choses contre son gré, tu vois. Qui ne finissent pas dans les romans courtois. Ouais, c'est exactement. Qui finissent de manière. J'ai déjà dit en podcast, mais je crois que ma théorie, c'est que l'amour profond est inventé par les meufs. C'est tu vois. Et je les comprends, elles ont eu raison. C'est très Nietzsche, ça, c'est la revanche du faible, tu vois, c'est qui crée un cadre dans lequel il se fait pas penser. Je suis pas sûr que tu sois très fan de Nietzsche, donc n'hésite pas à lui mettre un petit taquet sur Nietzsche. Hein. Non, mais le problème, c'est pas forcément avec Nietzsche en tant que tel, ou même avec les Nietzschéens. Je pense que c'est le fait de prendre Nietzsche comme le modèle du philosophe, le modèle du penseur en tant que tel. Je pense que c'est vraiment mettre le. Il y a des fanboys de Nietzsche aujourd'hui. C'est ça. Il y a une espèce de vibe Nietzsche en 2020, tu vois, je comprends en fait, d'une certaine manière, parce que je vois en fait à quoi ils veulent s'opposer, et c'est pour ça qu'il y a des Julien Rochdy, qu'il y a des gens qui parlent de. Nietzsche est un peu le shiner quand même d'assez haute volée. Oui, exactement. Il faut le dire, une prose de fou furieux. Enfin, tu lis Nietzsche, t'es renversé. Peu importe si t'es d'accord. La généalogie de la morale, en fait, on dirait ton tonton raciste qui utilise vraiment toutes les phrases. Franchement, il faudrait faire un bouquin. Généalogie de la morale, tu relèves tout ce qui tombe sous le coup d'une loi sur la liberté d'expression. Le bouquin est plus épais que le bouquin de base, si tu veux. C'est terrible. Moi, j'avais bien aimé Zarathustra. C'est plus poétique, mais c'est très bien écrit. Il y a tout un lien avec la musique et compagnie. Vraiment, Nietzsche, c'est un génie. Il faut le dire. C'est pour ça que quand on attaque les philosophes, il faut cibler ce qu'on attaque. Il faut dire qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Et moi, le problème principal que j'ai avec Nietzsche. Le gars, ça ne pas ce qu'il est, si tu veux. Voilà, c'est vrai. Quoi que ça dépend. Seulement les fous. Non, mais pour Nietzsche. Ça s'arrête en podcast. C'est grillé, là. Non, mais Nietzsche, déjà, en fait, si on va faire une critique un peu bas du front, c'est en effet l'influence qu'il a pu avoir sur certaines idées qui sont retrouvées
dans le nazisme. Via sa sœur, notamment. En effet, qui a pris. Évidemment, il y a une certaine travestie. Elle a édité les œuvres de Nietzsche d'une certaine manière à ce qu'on privilégie l'interprétation. Elle a écrit des trucs aussi en elle-même. Et du coup, mais par contre, le fait de dire que le matériel ne s'y prête pas du tout, que c'est une travestie totale, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il y a des passages qui sont assez alarmants. Et je pense notamment le vitalisme, enfin toute la logique. Mais oui, c'est le fait de tout faire dépendre en fait sur la vie, de faire dépendre du coup absolument tout et n'importe quoi. Donc, surtout pour la morale par exemple, ou même le savoir scientifique. Pour Nietzsche, ça dépend complètement de l'affirmation de la vitale en fait. Donc il y a un relativisme qui est déjà niché complètement à l'intérieur on va dire du système nietzschéen, et en fait qui se traduit du coup par une espèce de lutte entre la vie et la mort. Et ensuite, évidemment, dans le cadre de Nietzsche, c'est une lutte complètement esthétisée, c'est une lutte parfaitement intériorisée, c'est un jet spirituel. Ça, c'est peut-être une petite proposition pour le podcast, c'est docteur en philo, tu vas voir Nietzsche et le Non, mais parce qu'il y a un vrai, du coup, il y a un ascétisme nietzschéen. C'est-à-dire que si on prend vraiment c'est pour ça que je critique pas Nietzsche et les Nietzschéens. Oui, mais ça donne la différence, parce que je pense que c'est quelque chose qui est vrai. Le truc Sigma, Alpha Chad. Oui, ça va un peu là. En fait, c'est vraiment avec les édits de Patrick Belpin. Les mecs qui mangent du chewing-gum pour avoir des masses carrés. Ce qui te tue pas, te rend plus fort, tu vois. Les mecs se lèvent à 3h10 du matin pour prendre des douches à 44 degrés. Ça, c'est le vrai Nietzsche. Je serais même tenté de dire qu'en vrai, c'est le Nietzsche peut-être le plus fidèle au texte et compagnie. Voilà, attention. Le type qui n'a jamais ouvert Nietzsche, c'est le mec le plus fidèle. Mais parfois, c'est ça. Je fais le moment où ça va tout des douches froides. Ça va peut-être un peu manquer, tu vois. Maintenant, sort un truc, Pierre Manon, du coup, grand philosophe, il dit le machiavélisme de surface a plus juste son Machiavel que les gens qui font des textes sur Machiavel. Je trouve ça génial. Oui, c'est Machiavel, trop fidèle. En tant que docteur, tu le sais très bien, c'est que quand on travaille très très longtemps sur un sujet, on finit par plus voir clair sur le sujet. Et moi, j'ai rarement vu, par exemple, parce que j'ai travaillé longtemps avec des spécialistes en littérature, en histoire, des universitaires de grande ampleur, où d'un moment, ils ne savent plus rien sur le sujet. Ils sont hors d'état. Tu leur demandes même littéralement des trucs vraiment basiques, des vérités incontestables. En quelle année il est né, en quelle année il a rencontré sa femme. Il existe des théories. Quel est son livre le plus connu aujourd'hui? Ils vont te dire, ils vont pas te dire. Si je caricature, tu vas leur dire quel est le Balzac le plus connu. Ils vont te dire la cousine bête. Tu vois, genre, c'est celui que personne n'est plus. Tu vois, encore celui-là est un peu connu, mais tu vois, ils vont te faire un truc vraiment paumé au lieu de te dire, je sais pas, ils ont perdu ou tu vois, c'est t'as Bruce Charlton, du coup, qui est un universitaire britannique, je sais pas trop ce qu'il est devenu, il était un peu vieil complotiste à un moment, donc c'est pas forcément une référence à citer, pas absolument partout, mais il disait des trucs intelligents et il y a un article notamment qui développe la notion de clever CD. Je l'ai lu. C'est le redemi-habile en fait. C'est le stade après la ville, tu vois. Oui, c'est le redemi-habile. C'est hyper intéressant. C'est le mec, il est tellement intelligent qu'il dépasse la ville, mais en même temps, il refait des trucs complètement comme il a tout compris les clients. Il perd le rapport avec le sens commun en fait. Ça a été répliqué son étude. Il y a eu d'autres études après pour prouver qu'il avait bien un truc. Vas-y, si tu veux détailler du coup. Non, mais j'ai vu, lui, je crois que c'était en 2009 son étude d'origine. Et il y en a une en 2015, si ma mémoire est bonne, qui a été sortie par 2 autres chercheurs, et qui reprend ça et qui analyse en fait en quoi en fait il tient quelque chose, et que effectivement les biais politiques etc trouvent par le logos une incarnation nouvelle, et que du coup on revient un peu même aussi sur ce que disait Samuel Fitoussi. Exactement, sur son livre, mais en gros que la position sociale du chercheur finit par primer un petit peu sur la réalité de ce qu'il faudrait dire, quoi. Exactement. Et qu'en fait, il y a des gens qui vont utiliser leur rationalité et leur trésor de rationalité, parce qu'il y a des génies qui vont l'utiliser pour justifier des thèses absurdes. Et qu'une simple réflexion sens commun permettrait d'allier les... Moi, j'en ai connu tellement ça, moi, des gens comme ça, des gens qui étaient brillants. Et tu sais, mais souvent, en fait, l'intelligence vient avec une forme d'angoisse, tu sais, voilà. Et en fait, c'est des gens qui avaient des grands doutes sur s'ils allaient réussir leur vie, ce genre de truc. D'essayer de leur dire... mais non, mais ça va aller, machin truc. En fait, ils te déploient des trésors de rationalité. Te prouver que ça n'allait pas aller. À l'époque, je ne sais pas chez Starton qui aurait permis de démontrer ça. Chez Starton, te dit la folie, c'est pas l'absence de logique, c'est la logique dans un cercle très restreint, très fermé, qui tourne sur lui-même comme un fou, tu sais, dans sa cage, quoi. Comme un hamster dans sa cage, tu vois. Et en fait, ces gens-là, c'est-à-dire que si tu rentres dans un. J'avais fini par comprendre ça empiriquement, c'est que tu rentres dans la logique d'argumenter avec eux, t'es foutu. C'est pour ça que on revient à ce que je disais, je crois pas au débat. Parce qu'en fait, les gens imposent. Tu sais, c'est un mec comme Des Godot, il est très fort pour ça. Il impose un cadre de discussion et un système complètement pervers et où il change les termes en fonction de ses besoins du moment. Et en fait, à la fin,
bah oui, ça donne l'impression qu'il a emporté l'argument, alors qu'en fait, on est juste dans le cadre de son délire momentané. Il nous a mis dans la cage. Ça fait partie. Enfin, je crois que c'était un psychologue suisse qui avait parlé de ce truc-là, des jeux psychologiques en fait. Ouais. Il y a un gars qui avait essayé de lister tous les jeux psychologiques. Et ce jeu de. Ça me l'air d'avoir toujours raison aussi. Non, mais rassure-moi. Non, en fait, c'est pas juste une histoire de rationalité là, et d'être dans le vrai ou pas. Tu vois, c'est pas ça. C'est des gens en fait qui ont des pulsions sentimentales en fait. C'est de l'émotionnel. Ouais. C'est en gros, je suis inquiet et en fait, je veux quand même être inquiet jusqu'au bout. Et je me sens mieux que tu essaies de me démontrer que ça va bien. Ouais. Mais en fait, il y a un plaisir, je vais continuer le process à te donner des contre-arguments. Alors, à propos d'angoisse et donc d'espoir, est-ce que tu as un candidat favori pour l'élection papale? Pour l'élection papale, j'ai essayé de regarder un petit peu. Si tu veux faire la take de droitard absolue, Monseigneur Sarah. Monseigneur Sarah. Non, il faut essayer de. Ouais, je peux essayer de donner les critères qui pour moi feraient en sorte que ce soit mon pape. Je pense que c'est une bonne façon de terminer ce podcast. Déjà, effectivement. Le premier choisi par l'Esprit Saint, voilà. On tente peut-être à l'oublier dans les émissions. Exactement. Oui, mais qu'est-ce que tu veux dire par l'Esprit Saint? Ça existe. Fais-moi un test empirique pour démontrer son existence. Quelle est ta définition? Oui, ton étude en double aveugle. Ensuite, du coup, on va dire que les cardinaux qui font en effet ce choix soient ouverts, on va dire, à son influence. Donc, peu importe à quel point elle va se traduire. Ouais. Et ensuite, si on veut parler en termes un peu plus humains, moi je pense qu'il faut quelqu'un en fait de plus clair sur la doctrine et les mœurs que François. Donc il évite un peu de faire un peu les trucs un peu de louvoyer autour et après d'essayer de noyer ça dans l'aspect pratique. Parce que moi, ce que j'aime pas, c'est quand on mélange pratique et théorie. Je pense que les deux sont liés. Ouais. La théorie informe en effet la pratique fait un retour vers la théorie. Mais par contre, il faut bien les séparer. On ne peut pas dire qu'on va résoudre des questions théologiques par la synodalité, par exemple. Ouais. Ça, c'est débile. Vraiment, il y a deux choses qui sont différentes et qui doivent être tenues de manière différente. Ensuite, si on en vient peut-être aux critères plus précis, je pense qu'il faut que ce soit du coup quelqu'un qui soit assez conservateur sur les mœurs, mais qu'en même temps qui soit ouvert aux dimensions, on va dire, sociales, écologiques de l'Église. Donc, quelqu'un qui soit engagé en faveur des pauvres, peut-être engagé en faveur de la paix dans le monde. Tu vois, genre, typiquement, il y a Pizzaballa pour la paix en Palestine. Genre, je vous en fiche. Il y aurait des gros sujets là-dessus parce qu'on voit quand même une recrudescence des actions anti-chrétiennes, mais surtout des chrétiens persécutés, des persécutions, c'est le mot que je cherchais. Par les juifs orthodoxes en Israël. Donc, oui, mais même en Syrie, dans plein de régions du monde. Je parle pas de la Chine parce que ça fait un moment. Bien sûr. Voilà. Et ça, typiquement, c'est un critère sur lequel il faut à la fois quelqu'un qui soit engagé à ce niveau-là, mais qui ne soit pas naïf. C'est pour ça que pour moi, ça exclut le cardinal Parolin. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu la polémique sur la Chine, le fait qu'il. Je vois pas le moment où il serait dur, ça m'étonnerait un peu. Il fait partie du papabilier. Oui, c'est ce qu'on dit, mais il y a aussi qui rentre pas au concile. Oui, il ressent jamais. Et c'est très bien d'ailleurs, je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut disserter, on peut dire un peu n'importe quoi. Moi, j'ai regardé la liste de certaines de cardinaux. C'est quelque chose qui m'intéresse, mais en même temps, sur lequel on a absolument aucune prise. Il faut arrêter de semi-habile qui s'est passionné, le soudain spécialiste qui est la source des papes. Tu sais que dans la guerre de Suisse, ils sont 132, et puis tu sais qu'en 1230, au concile de machin, le mec, il a fait 4 recherches Wikipédia, il avait remporté la Jarté, tu vois, c'est bon, il est spécialiste, quoi, Stéphane Blam. Ok. Mais bon, pour revenir sur Sarah, typiquement, je pense que Sarah, ça enverrait un mauvais signal, parce que le problème d'un pape qui est trop, on va dire, affiché dans un camp. On l'a croisé hier d'ailleurs, le cardinal Sarah. Moi, je pense que Sarah est très bien théologiquement et moralement parlant, mais par contre, je pense qu'il envoie un mauvais signal parce qu'il n'envoie pas un signal d'unité. Ce qu'il nous faut, c'est quelqu'un qui en fait prenne le meilleur côté un peu des tendances un peu sociales et théologiques de l'Église. Les mettre ensemble et qui soit surtout quelqu'un qui permette en fait de porter un message qui soit vraiment reconnu comme tel par tous les catholiques. Et après, évidemment, ça c'est mon opinion parce que ça va donner. Non, mais en fait, ce qui compte, c'est de ne pas diviser l'Église, d'avoir un personnage qui fait. Consensus qui en même temps qui remet un peu plus les fondamentaux à l'ordre du jour que François, parce que François a pu faire certaines déclarations. Le frérot, il arrive et il leur fait un discours, les 13 mots, c'est ça qu'il avait appelé ça, les 13 reproches, quoi, et ils les ont tout à Curie et il les enchaîne en fait. C'est un rap leader en fait. Surtout dans le milieu très très feutré de la papauté, le mec il arrive et c'est vraiment, il les a. En fait, je pense que si je fais une vidéo où j'insulte les abonnés, c'est moins violent que ça, tu vois. Ça, pour le coup, ça c'est un point que je voudrais mentionner, c'est que François renvoyait un peu, on va dire, l'image de quelqu'un de doux, de sympa, très humble, très ouvert au monde, etc.
En fait, c'est peut-être un des papes les plus autoritaires qu'on ait jamais eu dans l'Église catholique. Mais ça, C'est le côté un peu genre théocratique pour le coup, qui est vraiment. Et ça, c'est le côté jésuite. Ouais, la situation, je suis rentré dans les ordres comme je suis rentré dans l'armée. Genre, vraiment, genre, j'ai oublié toute ma vie, maintenant je suis au top, c'est toi qui vas m'oublier. Et je pense que l'Église, en fait, il y a. Il vient de l'Argentine à l'époque autoritaire aussi. Et ça, c'est un peu l'aspect sombre. On n'a jamais. C'est un peu une boîte noire. On n'a pas de conscience ce qu'il a fait à ce moment-là. Et moi, je suis assez peu clérical à ce niveau-là. C'est que moi, j'aime pas le côté un peu monarchique que peut avoir le pape. Moi, j'aime bien quand le pape est simplement l'expression, on va dire, de la voix commune, etc. Et qu'il le fait bien. Tu vois. C'est pour ça que j'aime bien les papes un peu mous en termes d'action. Paradoxalement, c'est quoi tes meilleurs papes Voilà, je commence à Tier list des meilleurs. Alors, l'épisode 2, non, ça dépend sur quand on remonte. Si on prend le... Je pense qu'au XXe siècle, on a eu beaucoup de chance, qu'on ait des très bons papes. Franchement, depuis la fin du XIXe, on a vraiment on a eu que des excellents papes, presque. Pie 11. Même Pie 11 était bon. Enfin, vraiment, on a eu un enchaînement d'excellents papes. Vraiment, durant tout le XXe siècle, je pense qu'on peut se citer. Jean-Paul Ier, c'est pas ça. Excellent pape. C'était un mois. C'était pas ça, c'est même pas le plus court de tous les règles, je crois qu'il y en a eu encore. Ouais, je pense que c'est le premier de se faire égorger au. Non, mais il y en a un, je sais plus quelle époque il sait, mais c'est genre. Ils ont tombé les marches. Je crois que le mec a fait 17 jours et littéralement son seul acte de pape, c'est d'avoir interdit de fumer dans l'enceinte de la curie, je pense. Quel relou. Bon, et toi, c'est qui ton candidat préféré? Moi, j'ai pas de candidat, je vais pas faire le. Là, pour le coup, je me récuse vraiment. C'est pas de la fausse modestie, c'est que vraiment, T'as pas fait de travail de recherche. Ouais, exactement. Je les connais pas assez. Je connais pas assez. En plus, de toute façon, je connais pas leur dynamique interne. Et il y a toujours une. Enfin, c'est des personnages publics, mais quand même semi-publics, au sens où ils n'ont pas non plus 150 milliards de prises de position publiques. Bien sûr. Et donc, en fait, moi, c'est basé sur pas grand-chose aussi. Genre, vraiment, j'ai appris ce que je connais maintenant, je les ai appris sur les dernières semaines. C'est marrant parce que tu te promènes dans Rome, tu peux les croiser, tu vois, donc il y a quand même un accessible. Venez à Rome, tous là. En fait, tu marches, tu as des cardinaux à 17-18 heures, tu commences à en croiser pas mal, tu vois. Et par contre, en fait, tu peux pas savoir vraiment comment ils sont. Parce que tu vois, le mec peut faire des grands sourires, donner l'impression d'être ouvert, etc. C'est quand même des hommes d'église, donc ils ont une grosse capacité d'écoute. Donc ils te laissent parler, et après ils font c'est intéressant, tu vois. Et toi, tu vois, des vrais poéticiens. Ouais, c'est ça, exactement, tu vois. Mais c'est même pas forcément un truc calculé chez eux, tu vois, mais voilà. Et donc, je pense qu'il faut. C'est à eux de se. Ouais, c'est à eux de faire leur travail, du coup, parce qu'on a tendance à penser que c'est l'Esprit Saint qui n'a pas de travail tout seul et qui va utiliser un peu comme des marionnettes. Non, c'est pas ça. C'est l'Esprit Saint, en effet, genre, leur suggérer des choses. Et après, c'est à eux, par contre, de prendre leurs responsabilités et d'aider quelqu'un de. Et puis, de toute façon, alors normalement, ça va pas être trop long. Les derniers couplets n'ont pas été très longs historiquement. Donc, voilà, ça devrait. Ça va aller vite, quoi. On espère. On a quelqu'un qui nous a dit chrono, le 9, on est au courant. Ah oui, parce qu'il y a des paris, c'est ça. Il faut dire aux gens. Sur où il y a mis. Non, mais tout ça pour dire que quand vous entendrez ce podcast, probablement que vous saurez peut-être déjà qui a été élu. Voilà. On verra bien. Par contre, est-ce qu'on aura. Il y a une question un peu qui a émergé, est-ce qu'on aura un pape noir Ça, je pense que c'est assez peu probable. Statistiquement, il y a, je crois, un tiers de chance qu'il y a un tiers des cardinaux qui sont. Ouais, mais après, il faut prendre ceux qui sont éligibles. Ouais, c'est ça, exactement. Et puis surtout, je pense que non, ça n'arrivera pas. Je pense que là, en fait, ils ont fait un pape extra-européen, ils vont prendre un européen et peut-être même un italien. Donc, voilà. Ouais, ben, en fait, c'est tout à fait possible. En effet, dans les papes habiliés, là, les éligibles, on va dire, il y a quand même un bel flopé italien qui représente en plus des sensibilités assez diverses. Donc, ça pourrait basculer dans un camp. Après, hier, j'ai parlé à un Romain de la possibilité que ce soit Aveline, tu sais, le gars de Marseille. Il a dit jamais. C'est pas ça. Je pense que les journalistes français se sont chauffés en disant tu sais, sur un petit SMS de Macron qui leur a dit ma pupute. Ils ont fait oui, mon Manu, tu vois. Voilà. Donc ils l'ont sucé, après ils ont fait l'article. Et après ils ont pris une subvention. Mon opinion de comptoir là-dessus, ça serait que, en fait, je pense qu'il faut trouver un pape qui arrive à équilibrer son rôle d'inspirateur, d'influenceur, etc., et en même temps son rôle de théologien. Et j'ai l'impression que ça oscille un peu entre ces deux tendances, ces deux pulsions. Et je crois qu'on a un peu trop poussé le curseur côté influenceur ces derniers temps, et je pense qu'il faudrait trouver un meilleur équilibre. Voilà, mais c'est un avis de gars qui n'est pas partie prenante. C'est un homme de bon sens. C'est pour ça qu'il faut aller chez Carmin, acheter des bouquins, acheter tous les bouquins de Carmin. Alors, est-ce que je peux te demander de faire toi-même la pub de Carmin? Parce que tu es dans la philo, on est une maison d'édition qui fait quand même beaucoup de philo. On a un peu fait d'économie avec Soal, mais le gros de ce qu'on fait, c'est de la philo. Donc, tu as forcément un avis plus éclairé que la moyenne des gens. Et si tu veux, moi, je vais pas te dire ce que tu as à dire. Qu'est-ce que tu as trouvé intéressant dans ce qu'on a publié?
Qu'est-ce que tu recommanderais? Qu'est-ce que tu trouves bof? Après, tu peux dire c'est de la merde et que tu peux faire la giberne. Hein. Je pense que vous avez sur la table là. Si tu dis c'est de la merde, je peux faire la giberne, on coupe le podcast, c'est de la merde. Tu vois, Non, en vrai, moi je trouve que votre choix est vraiment bien réfléchi et bien choisi. Il apporte des auteurs qui sont vraiment fondamentaux, je pense, pour penser certains problèmes d'aujourd'hui. Et après, moi j'ai peut-être des petites préférences, mais je pense qu'ils sont vraiment tous utiles à vraiment un niveau assez élevé. Ouais. C'est ça qui est assez fou. Après, vous avez encore un catalogue assez restreint, donc c'est peut-être plus difficile de faire des erreurs de casting aussi rapidement. Mais moi je suis un énorme fan de Chesterton de base, donc évidemment je vais recommander immédiatement Orthodoxie parce que c'est une mine absolue. Ensuite, j'ai beaucoup aimé le Scheller. C'est pareil, c'est un auteur qui est moins connu, mais qui est, je pense, qui est un vrai penseur important. Il y a de la philo un peu abstraite en fait, parce que par exemple, le Belloc après, c'est plus concret finalement quelque part. Bien sûr, mais Belloc aussi, je pense que c'est un penseur qui est intéressant parce qu'il pose des coordonnées, on va dire, différentes et qui permettent un petit peu de sortir de certains dualismes un peu faciles entre ultralibéralisme et ultrasocialisme. Juste, il va essayer de il a reposé la question autrement. Exactement, des éléments de réflexion. Et pour le coup, c'est quelque chose, je ne savais même pas qu'il était traduit en français avant de tomber sur l'édition de Carmin. Donc je suis très content que ce genre de texte puisse circuler et puisse informer la pensée de beaucoup de personnes. Après, peut-être que vu qu'il a été écrit dans les années 20-30, c'est plus forcément le texte de base qui va te donner les actions de la théorie économique aujourd'hui, mais je trouve que plus que de la théorie économique, c'est une façon de penser l'économie. Ça pose des bonnes questions. Exactement. Et après, tu vas pas forcément répondre de la même manière que Belloc, parce qu'il parlait pas dans les contextes. Non, mais c'est intéressant d'avoir justement cet élément qui se met. Mais encore une fois, Belloc est aussi une très bonne lecture Après, tu vois, Belloc, il fait l'apologie des petites entreprises à une époque où tu as beaucoup de gens qui faisaient à leur compte. Tu vois, si je schématise, on peut reprendre des grands livres si on peut essayer de développer une certaine philosophie de l'économie. Et je pense que Belloc, il contribue. Après, moi, je suis pas économiste de formation, donc c'est pas quelque chose sur lequel je vais avoir un avis pertinent, mais moi, j'ai toujours été inspiré par le distributivisme de base. Je trouve, en fait, les principes me semblent sains, en fait. L'idée de bien commun qui vise me semble sain. Je pense que c'est quelque chose que tu peux évaluer a priori avant même de faire des études empiriques. Je sais que ça a été mis en place au Canada pendant 10 ans, je sais plus. J'ai vu quelque chose, il y avait un mec qui était un peu bénéficien sur les bases, qui avait mis en place, je sais plus quand, mais après, il est juste... Même chez Chesterton et Belloc, il y avait plus ou moins mis en place une ligue de gens qui étaient des petits artisans, etc. Ils ont essayé de faire des trucs. Ils avaient des rapports avec une aile du Parti Socialiste, non pas du Parti Socialiste, mais du mouvement socialiste. Il y avait la Fabian Society aussi, je crois qu'il y avait des rapports avec eux, au moins intellectuels. Après, je sais pas trop si ça a vraiment évolué sur quelque chose. Mais en tout cas, c'est toujours intéressant. Et aussi, un auteur qui est peut-être moins connu parce qu'il est plus contemporain, mais que tu as contribué à mettre en avant, c'est Théodore Dalrymple. Et ça, pour le coup, c'est archi inconnu en France, alors que il est hyper connu en anglo-saxon. Et je pense qu'il développe, c'est toujours la même chose en fait, c'est qu'il développe certaines idées qui sont évidentes, mais qui sont centrales en fait. Et l'idée d'agentivité, par exemple, le fait que les gens ne vont pas s'améliorer tant qu'ils ne deviennent pas des agents, c'est hyper débile, c'est basique. Et c'est hyper important, il faut le dire. Et c'est un anglais pouvait le dire. Enfin, c'est pas un français qui allait le dire. Exactement. Et ce que j'aime beaucoup, c'est le côté, lui, en fait, c'est pas simplement un théoricien de l'action. Il va pas te dire, genre, regardez, j'ai réfléchi sur la structure formale de l'action, je vais vous expliquer ce que c'est. Non, il va dire, genre, moi, je suis sur le terrain, je suis dans le trou du cul de l'Angleterre, c'est de la merde, tous les gens sont vraiment horribles. Ils ont mis ses responsabilités pour tout. Exactement. Et par contre, dès que je remets un peu de responsabilité, hop, ça s'améliore, tu vois. Et ça, c'est on va dire, c'est l'essence de peut-être de la philosophie de droite, si on veut, c'est que dès qu'on remet un peu la responsabilité, et ensuite, après, il faut réfléchir là-dessus, il faut dire, genre, comment on fait en place pour systématiser, on va dire, la reprise en main des gens de leur propre destin. Et ça, évidemment, ça n'avait pas de réponse facile. C'est pour ça que les réponses libérales, parfois, sont un peu faciles. Je veux dire, les gars, prenez vos mains. Tu dis ça, mais tu vois, par exemple, Margaret Thatcher, elle a fait accéder des gens très pauvres à la propriété avec des emprunts faciles. Et en fait, si tu veux, à partir du moment où les gens avaient leur maison, d'un coup, il n'y avait plus cette... comment dire, ils en prenaient plus soin, ils avaient beaucoup moins de revendications sociales à base d'émeutes, de détérioration, d'incendies, tout ça. Exactement. Parce qu'en fait, si les gens ont rien à perdre, ils ont pas intérêt à se comporter de façon... Mais après, ce qui est intéressant aussi avec Thatcher, c'est que ça a été à double tranchant, parce qu'en fait, elle a encouragé, en fait, une espèce d'évacuation des responsabilités collectives pour les transférer vers les services publics, pour ensuite les transférer vers les entreprises privées. Donc une espèce d'évacuation de la responsabilité de la société civile qui a été vraiment néfaste, qu'on n'a pas pu voir immédiatement. Ouais, tout à fait. Ça, c'est... Oui. Enfin, moi, je suis pas un archi pro Thatcher, attention. Non, mais je pense que Thatcher, c'est comme tout le monde, en fait. C'est c'est un grand Satan à gauche, évidemment, parce que voilà, c'est libéral. Puis il y a des choses très sombres chez elle, quand même. Bien sûr, il y a des choses qui sont absolument à critiquer, mais je pense qu'on peut en retirer aussi certaines choses. Et quand elle défend des choses bonnes, il ne faut pas dire, genre, non, mais ça a été contaminé par Thatcher, il faut la poubelle. Il faut se dire, genre,
Non, c'est sur la gentilité et la responsabilité, c'est juste des idées après correctes, il faut les mettre en avant. Après, on va pas dire que c'est des idées thatchériennes parce que c'est vrai. Et Scruton, le visage de Dieu, toi tu l'as lu en anglais ou pas? Non, malheureusement, ça c'est un vrai. Je pense que Tu lis en français? c'est très C'est l'introduction. Il y a une campagne Tipeee c'est bon. Oui, exactement. Soutenez la campagne Tipeee pour financer les traductions. J'en ai combien? 80% Ouais, on a largement dépassé les trois quarts là. Ouais. Donc Une fois que je compte faire un film, une fois que je l'aurai lu. Par contre, il y aura un film de Gus Montaquin sur ouais, parce que honnêtement, le visage de Dieu, une fois que ce sera. En fait, je trouve que ça fait partie de ces, enfin, tu sais, les sujets un peu tabous en France. Typiquement, tu fais de la philosophie ou tu fais de la théologie, mais genre l'intersection des deux en France, c'est un peu tabou. Ou alors c'est mal fait. Moi, c'est mal fait, ouais. C'est sur ça le problème que j'ai avec, on va dire, l'interdisciplinarité, c'est quand les choses se sont on fait dialoguer les choses, mais on le fait mal. Ouais. Et ça, d'ailleurs, je vais peut-être faire une petite pique à la littérature, c'est que voilà, un des problèmes. Ça va terminer dans un bain de sang. Il espère une pub et en fait, tu définis. Non, je rigole. Mais en gros, je te détruis, après on va aller manger sur ça. Provoquer le ministère en duel dialectique parce qu'il veut me massacrer. Non, on va dire, le point que j'aime pas, c'est quand on mélange les genres. Quand on fait de la philosophie de manière littéraire, quand on fait de la littérature de manière philosophique. Ah, t'aimes pas ça, toi? J'aime pas quand on sait pas exactement ce qui se passe. Putain, le gars n'est pas attention. Non, mais c'est-à-dire que tu peux avoir des choses qui vont être bien faites et qui vont susciter ton intérêt. Ouais. Et je pense que ça peut être très bien réussi. C'est-à-dire que même un mélange des genres qui va m'irriter en tant que philosophe, je peux quand même reconnaître ses vertus en tant qu'œuvre littéraire, même en tant que texte philosophique. Ah, c'est marrant parce que moi je te dirais que l'intérêt de la littérature, c'est souvent d'être une mise en pratique de la philosophie, tu vois. Genre, en fait, la littérature. Il manque l'essence de la philosophie qui est l'argumentation. Pour moi, c'est ça le. En fait, le fait est une argumentation. Si tu veux, parce qu'en fait, la philosophie. Non, parce que tu peux pas. C'est pour ça que tu peux pas avoir une thèse inverse. Pour moi, c'est ça le problème. En fait, tu peux pas. Oui, le jour où il y aura un réel B, il y aura une thèse inverse. En fait, oui, c'est pas une dissertation, oui, je suis d'accord. D'ailleurs, en même temps, je te dis, dans un essai de philosophie, tu vois, Spinoza, il te dit qu'il y a un déterminisme, il n'y a pas. Une partie du bouquin, il te dit qu'il n'y a pas de déterminisme, tu vois. Oui, mais il va te dire, genre, il y a le déterminisme parce que si, parce que ça, voici ma raison A, raison B, raison C. Et par contre, toi, tu vas te dire, genre, ok, ça c'est une raison A, ça c'est une raison B, c'est une raison C. Est-ce que moi j'ai une raison D qui va contre la raison A, tu vois? Et à partir de ce moment-là, toi tu es directement dans la philosophie. Mais ça existe dans un roman, tu peux te dire, ça c'est pas crédible, ça arrivera pas comme ça. Bien sûr, tu peux avoir ce truc-là. Et parfois, le roman il arrive à te faire accepter des trucs que tu n'aurais pas accepté froidement comme ça parce qu'il te le met. Bien sûr. Tu vois. Le problème c'est que le roman est largement plus puissant que la philosophie. Le roman te cadre ton truc en fait. Zola, quand il te fait Germinal dans les mines, je sais pas quoi. En fait, il t'a déjà cadré le terrain, si tu veux. Et du coup, tu peux pas dire. Enfin, ça peut avoir un sens complet ce qu'il te dit. Mais sa grande thèse de l'héritabilité de tous les traits et de tous les problèmes d'une génération à la suivante. Le truc, c'est que, en fait, dans sa vie, il aurait placé l'action à un autre endroit, chez les marins pêcheurs, je sais pas quoi. Il y aurait pas de raison que ce soit le même cas, en fait. Je comprends. En fait, parce que si tu peux lire intégralement le Germinal, sans rien connaître de la théorie de l'héritabilité chez Zola et de ne pas l'avoir dans le roman du tout. Enfin, il faut en lire plusieurs pour le savoir. Oui. Et là, à partir du moment où tu en es conscient, tu peux avoir cette démarche de critique. En revanche, chez Zola, la thèse, si on peut dire, dans Germinal, par exemple, c'est la vie dans la mine est horrible, le prolétariat a beaucoup souffert au 19e siècle. Je veux bien que tu défendes la thèse contraire, mais alors là, tu as un niveau de libéralisme que je n'ai rencontré. Je pense que même le plus gros libéral, il te dira, bon, j'avoue que la mine, c'était pas un peu... Les gars, on est un peu loin. Donc si tu veux, ouais. Moi, je pense que peut-être qu'il peut énerver un peu en littérature, mais moi, c'est un truc que j'adore. J'adore la littérature aussi. Je pense que c'est important de garder les deux, en fait, de se dire que les deux, c'est des sphères différentes, mais qui peuvent avoir aussi des interactions fructueuses. Mais il ne faut pas prendre, en fait, l'interaction pour l'essence de la philosophie de la littérature. Ah oui, bien sûr. Moi, c'est ça le problème. De dire qu'il y a en fait une confusion des genres. Les genres sont distincts pour une raison, et c'est parce qu'ils ont une fonction propre, et ils ont une manière de fonctionner qui est différente. C'est super intéressant pour faire un deuxième épisode, rien que là-dessus. Et le problème de la philosophie française, c'est que les philosophes français écrivent trop bien. Et du coup, ils favorisent cette confusion. C'est-à-dire que si tu prends Pascal, c'est un logicien émérite. C'est quelqu'un qui argumente très bien. Sauf que il exprime aussi très bien. Et du coup, les gens, ils vont retenir un peu les fragments de Deniaville, on va dire, mais qui ont leur place dans l'argumentation. Tu vois, genre, il y a une espèce de confusion qui s'installe
Parce que nos philosophes écrivent hyper bien. Ouais. Mais en fait, si tu veux, la littérature, elle a quand même un truc, c'est la digression, si tu veux. Oui. En gros, tu sais, alors, il y a des mecs qui ont poussé ça à des niveaux incroyables. Genre, tu prends L'Homme qui rit de Victor Hugo, le roman, il pourrait tenir en 50 pages si tu retiens tes digressions. C'est ça qui est génial avec la littérature. Une cascade puissance dans propre. L'Homme qui rit, c'est un mec qui ouvre une porte. En fait, si tu veux, tellement l'action, elle est entrecoupée de 250 pages de considération sur. Voilà. Bon, ça peut te fatiguer, et moi, j'aime bien. Moi, j'aime beaucoup aussi. Ouais, et c'est un parti pris. Voilà, faut Exactement. aimer ou pas aimer. Ça, c'est voilà. En revanche, là où la littérature elle est intéressante, elle a quelque chose à apporter, c'est qu'elle te permet de te plonger virtuellement dans des mondes que tu n'as pas explorés, mais que très souvent, soit l'auteur a exploré, soit il s'est documenté fortement dessus, soit c'est des mondes qui sont explicitement imaginaires, de la fantasy, etc., de la science-fiction, ce que tu veux. Les cas où tu inventes, où l'auteur se projette dans un monde qu'il ne connaît pas, sur lequel il ne s'est pas documenté, etc., et où ça marche, ils sont rarissimes. Je n'ai même pas d'exemple à donner là. C'est vrai. Là, comme ça, Ça, c'est hyper. Ça crée une facile de. Et donc, ça permet de, par exemple, si tu veux identifier une thèse d'un roman, tu as par exemple même un gars qui était, je pense par exemple, Le Rouge et le Noir, hein, prends un grand roman. Et bah, tu vois, Stendhal, il te fait un bouquin sur l'ascension par les magouilles dans une société de la restauration. Et en fait, si tu veux, c'est pas ce que lui-même a fait en tant que Stendhal, c'est parce qu'il était déjà fils de pas de famille, etc. Mais en fait, si tu veux, il s'est quand même documenté, il s'est inspiré d'un fait divers, parce qu'il a reconstitué le parcours. Oui, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Il a déjà creusé le truc là-dessus, et puis il a mixé avec des choses qu'il connaissait sur des séductions, se faire conduire, parce que c'est quand même Non, ça, je trouve génial, c'est que à partir d'une information limitée, l'écrivain te propose du coup à la fois une œuvre qui a des valeurs esthétiques excellentes, et en même temps une valeur sociologique. Ouais. Ça, c'est un mystère pour moi. Et ça, je suis d'accord, la littérature a une force que la philosophie n'a absolument pas. En fait, si tu veux, la littérature isole une portion du réel qui ressemblerait, qu'on pourrait schématiser comme un tube, Exactement. et elle la remplit de mousse expansive qui va aller dans chaque putain de recoin du truc, et D'accord. ça va occuper tout l'espace. Alors que la philosophie, c'est comme si tu prenais le même bout de réel, le tube, et tu fais couler de l'eau dedans, et voilà. Et il y a des coins qui sont secs. Ouais. Voilà. Et en fait, je dis pas que c'est l'un vaut mieux que l'autre, je dis que c'est deux démarches. Les deux sont vraiment différentes. Ouais. Ça dépend si tu veux une canalisation ou une isolation. Exactement. Ça dépend complètement ce que tu veux. Et je pense que c'est important que les philosophes du coup lisent de la littérature pour augmenter leur imagination. Et il y a plein d'exemples très faciles. C'est que typiquement en philosophie analytique, qui est réputée pour sa rigueur, pour ses raisonnements logiques et compagnie, il y a une partie extrêmement importante qui se joue en fait sur les expériences de pensée, sur ce qui est concevable, ce qui est imaginable, compagnie, ce qu'on a un peu discuté tout à l'heure. Et du coup, pour ça, en fait, pour pouvoir avoir ces capacités d'esprit qui vont du coup structurer ton imaginaire, tu es obligé de passer par la littérature. Il y a un nombre incalculable du coup de grands arguments de la philosophie analytique qui parle juste de romans de science-fiction, même juste de romans en fait. Et regarde comment t'as même de biographie. Regarde comment par exemple même la physique et la SF ont quand même évolué en étroite symbiose au XXe siècle. Il y a vraiment des mecs, des chercheurs en physique qui ont écrit des romans de SF. Tu vois, je veux dire, les structures fascinantes des sphères de Dyson par exemple. Rien à voir avec les aspirateurs. C'est des idées qu'on pourrait construire littéralement une espèce de gigaplanète autour d'un soleil pour en capter toute l'énergie, etc. C'est des trucs qui sont passés de la SF à la physique et de la physique à la SF. Et c'est quand même assez incroyable aujourd'hui. Je pense que la sphère de Dyson est utilisée en SF, mais elle est sous-évaluée. Il faudrait faire un roman dessus, il y a plein de choses à faire. Et si tu veux, tu as des liens qui sont très très forts comme ça aujourd'hui. Et encore une fois, seule la littérature te permet de. C'est la forme littéraire qui bien sûr. Tu vois. Enfin, en tout cas, le roman, c'est la forme qui permet ça. Bon, il va falloir qu'on y aille. Monsieur Maillot me fait signe qu'il faut qu'on coupe. Donc, achetez la giberne. Achetez la giberne, voilà. Et puis, bah, écoute, c'était un plaisir de te recevoir. Donc, on rappelle Gugus Montaquin sur Twitter. T'as plein d'abonnés, plein de clash, plein de. Oui, je fais les fils en gros de manière générale sur les sujets qui m'intéressent, donc ça peut être des trucs. En général, je vais. Il amène de la valeur. Il délivre de la valeur. J'essaie de prendre un peu parfois des polémiques dans l'actualité pour essayer de déterminer un peu le sens, comment y répondre, comment argumenter. C'est très bien. C'est très bien. On mettra les liens, on mettra tout ce qu'il faut. Et puis là, c'était un plaisir de te recevoir. Merci beaucoup à vous en tout cas pour l'invitation et c'est un plaisir de pouvoir avoir cette discussion avec vous et peut-être une prochaine du coup. Avec joie. Invité. Ça marche. Salut tout le monde.